Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul de février, ce qui va me permettre de ranger aussi mes livres. Alors c'est vrai que je me suis dit, voilà, j'ai fait des tas différents entre services de presse, cadeaux, etc. Je me suis dit, en fait, j'ai pas fait beaucoup d'achats. Non, mais j'avais oublié toute une caisse avec mes achats, donc c'est pour ça. Ça m'étonnait un petit peu de moi quand même. Alors je savais que le mois dernier, j'avais fait un énorme book haul. Je me suis dit, je vais gaver les gens avec ça. Et en fait, c'est une de mes vidéos qui a le mieux marché, quoi. Donc, bon, mais voilà. Après, je veux pas que ça devienne qu'une chaîne déjà de faire sorte de vitrine. Mais bon, je vois que les book hauls vous plaisent quand même. Donc, je dirais, tant mieux. Parce que moi, j'aime bien les faire aussi. Et puis je vous propose de commencer tout de suite avec les services de presse. Alors les deux premiers graphiques que je vous montre, je les ai reçus de la part de la maison d'édition d'Argo dans leur label Combo, avec qui je suis à nouveau en partenariat cette année. Et par contre la BD elle est arrivée défoncée. Les deux sont arrivés défoncés. Hein. Elles sont pas arrivées en même temps mais elles sont arrivées défoncées. Enfin je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Du manque de soins. Voilà. De la part de la Poste, mais bon, bref. Donc, j'ai reçu le Feu Monde de Jason S. On est plus dans une ambiance assez médiévale, où en fait, des géants se battent, et se battent notamment pour que les humains continuent de les honorer, parce que c'est que comme ça qu'ils survivent. Ce qui fait qu'il y a deux empires qui se battent, et nous, on va suivre l'héroïne qui est ici. Métis, voilà, qui est ici. Elle fait partie d'un des deux mondes et elle rejoint une troupe de mercenaires. C'est une très bonne combattante, mais par contre, quand elle va rejoindre cette troupe de mercenaires, elle va se rendre compte de la réalité de la guerre, quoi, du côté sanglant de la guerre. Je l'ai déjà lu, hein, c'est pour ça que je vous en parle. De l'absurdité de la guerre et puis du fait que les rois et reines n'ont rien à fiche d'envoyer leur peuple se battre, que les cultures soient démolies, que les civils soient tués. Bon, bref, je dirais rien de nouveau dans l'univers. Hein. On peut très bien, effectivement, ça peut penser aux guerres de notre Moyen-Âge, mais je pense que ça peut penser aux guerres tout court aussi. Voilà. Et vraiment, les destins des différents personnages sont super bien faits. Celui de Métis, mais aussi celui de leur chef. Je trouvais ça très très beau. Il y a quelques prophéties aussi et on comprend à la fin, toute fin, la prophétie. C'est vraiment très bien fait. J'ai adoré. Et en fait, vous avez, ça commence comme ça. Et vous savez sur le livre, et c'est noté. Ce livre est un avertissement. Si vous aimez ce qui est beau et bon dans votre monde, ne le lisez pas. Quittez cette crypte, scellez en l'entrée et gardez son existence dans un secret absolu. Voilà. Et on va suivre toute l'histoire de Métis, l'histoire de ces géants aussi nés de Dieu et pareil, qui n'en ont pas grand-chose à fiche non plus des humains, si ce n'est pour les honorer. C'est vraiment un livre sur la guerre et les ravages de la guerre, et ce sont toujours les mêmes qui payent, hein, de toute façon. Et vraiment, c'est une très belle réflexion, j'ai beaucoup aimé. J'ai reçu celui-ci aussi, Gorm. Alors là, c'est de Neb. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais alors c'est là, il y a un gros pli là. Et on dirait que le livre, il a carrément été plié comme ça. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte. Hein. Mais enfin, après, s'ils mettent les livres les uns sur les autres, on a eu une très belle... un très beau print. Il y en avait un aussi avec le Feu Monde. Je pense que je l'ai rangé. Alors, les dessins sont un peu spéciaux. J'ai pas encore lu. C'est l'histoire d'un grand-père qui va tout faire pour défendre sa petite fille apparemment, mais je ne sais pas pourquoi. On est encore une fois dans un monde imaginaire, je pense assez violent, hein. Même si c'est leur label Young Adult, c'est souvent très au niveau, dans leur label combo, au niveau de la DA, de la direction artistique, c'est souvent très épuré au niveau des paysages, des décors. Mais il y a souvent des jeux avec les couleurs en fait. C'est ce que je retiens surtout depuis, depuis un an que je suis en partenariat avec eux. Donc voilà, les dessins sont assez spéciaux. Enfin, c'est pas forcément des dessins vers lesquels je serais allée, mais à chaque fois, franchement, les histoires sont vraiment très bonnes. Et je regrette vraiment pas d'y aller à chaque fois. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais commencer par les poches que j'ai reçues en poche en service de presse.
Alors, si j'ai pas de bêtises. Alors, les deux premiers, ça vient de Pocket Imaginaire. Donc, j'ai reçu Dark Gravity, que je n'ai jamais lu, de Christian Clément. À New York, au cœur d'un cataclysme dont elle ne comprend ni l'origine ni les conséquences à venir, Hélène, une jeune alpiniste française, escalade les gratte-ciel en ruine à la recherche de son fils Romain. Lorsqu'elle le retrouve réfugié dans les tunnels du métro, il est accompagné de Mattis Magnusson, un éminent et antipathique physicien. Le professeur doit dans les plus brefs délais regagner son laboratoire pour éviter que la catastrophe qui décompose la ville et le monde pierre par pierre n'arrive à un point de non-retour. Voilà. Je sais pas, c'est vrai que ça faisait penser au film Gravity, mais pas du tout. On voit une image de l'espace, mais en même temps, ça a l'air de se passer sur Terre. Donc je sais pas, j'avais demandé en service de presse, ça a l'air intéressant. Bon, j'ai pris Romain Benassaya parce que j'avais eu 2 autres livres de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est Pyramide. Alors je crois que ça se passe dans le même univers que... Alors est-ce que ça va être écrit peut-être La Dernière Arche ou Les Naufragés de Vélois, je sais pas. 2182, des colons fuient la Terre devenue stérile dans une vingtaine d'immenses vaisseaux pour un voyage de 200 ans. Tous prennent la direction de Synésis, une autre planète bleue dans le système de 82 Eridani. Une seconde chance pour l'humanité. Mais à leur réveil d'un long sommeil, je sais pas, mais à leur réveil d'un long sommeil en biostase, les occupants de Citerne 3 ne se trouvent pas sur le nouvel Éden tant souhaité. Ici, point de voûte étoilée, il y a du vaisseau en panne ne peut leur donner aucune indication. Les seuls indices que les passagers ont sont l'extraordinaire évolution de la forêt qui sert de poumon au vaisseau et des jardiniers, des pucerons génétiquement modifiés devenus scarabées. Combien de temps ont-ils bien pu passer en stase pour qu'une telle chose se produise et quel est cet environnement froid et noir ressemblant à un tunnel aux proportions dantesques? Bon, j'avoue, les univers de Romain Benassaya, je suis toujours très attirée, donc ouais, j'ai très hâte de le lire. Et puis c'est assez abordable en termes de SF. Toujours chez Pocket Imaginaire, j'ai reçu aussi, je ne me trompe pas, le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie, d'Écho en écho, de Jody Taylor. Pardon. Là, nous sommes, en fait, Sainte-Marie est un institut où les gens voyagent tout simplement dans le temps. Et voilà, ils ont des machines exprès pour voyager dans le temps. Et dans le premier tome, on suit Max, qui est une historienne qui est recrutée par Sainte-Marie pour effectivement commencer des voyages dans le temps. Donc on va la voir aussi bien voyager dans la préhistoire que dans le Moyen-Âge. C'était pas mal. Il y avait quelques tentatives de sabotage. Voilà, il fallait trouver qui étaient les saboteurs. Voilà. Donc là, on va continuer à suivre ces aventures. Alors apparemment, on va aller à Whitechapel à la recherche de Jacques l'Éventreur, à l'île Maurice pour empêcher l'extinction du dodo, en passant par les jardins suspendus de Ninive. Voilà, donc je pense qu'on va encore visiter. Ce que j'aime bien, c'est qu'on visite plein d'endroits différents, en fait, historiquement. Donc j'aime bien cette idée de voyage dans le temps. Ensuite, j'ai reçu de la part du livre de poche. Là, j'en ai 4 parce que je suis à la fois jury pour le prix des lecteurs imaginaire 2026. Donc dans ce cadre-là, j'ai reçu Nettle and Bone en poche. Alors c'est de T. Kingfisher. Je crois qu'on est dans une sorte de conte, mais pas de fée. Hein, voilà, puisque l'héroïne veut à tout prix tuer le prince charmant. La jeune et timide Mara, dernière fille d'un souverain au royaume convoité, assiste impuissante au mariage de ses 2 sœurs avec le prince Vorling. Car après la mort mystérieuse de l'aînée, la cadette a dû la remplacer pour tenter de donner enfin un héritier au triste sire. Quand Mara découvre l'ampleur de la cruauté du prince, elle ne peut demeurer simple spectatrice. Si elle veut sauver sa sœur et empêcher le sort funeste qui l'attend elle aussi, il faut tuer Vorling. Pour mener à bien son plan, elle devra recruter une sorcière capable de parler aux morts et sa poule possédée par un démon, un honorable chevalier en disgrâce et une fée marraine particulièrement douée pour les malédictions. Je me souviens qu'il y avait une histoire de poule, je ne savais plus trop quoi exactement. Mais c'est super sympa, j'aime bien. Alors je l'avais moi acheté en occasion au grand format, puis voilà, en fait je ne sais pas ce qu'ils vont m'envoyer, puisque dans le cadre du prix du jury, on ne sait pas quel livre. Du coup je dis mais pourquoi ils m'ont envoyé ça, je ne l'ai pas demandé. Ah mais c'est dans le cadre du prix du jury. Donc c'est bien, je dois avoir 2 ou 3 livres de T. Kingfisher, je ne les ai pas encore lus, donc ça va être l'occasion. Alors là par contre c'est dans le cadre de mon partenariat avec Livre de Poche, j'ai reçu les 4 vents du désir du sur le gain, prix Locus 1983. Alors c'est un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises, et qui apparaît, qui est un retour sur la planète Nivose, apparu dans le roman La main gauche de la nuit. Je n'ai pas lu La main gauche de la nuit, donc j'espère que ça va pas me gêner pour lire ces histoires. Oui, c'est ça, des nouvelles. La première, je sais pas si c'est ça, c'est 20 nouvelles rassemblées.
qui exprime la fusion de la science et des mythes, texture moderne et profondeur hors du temps. Voilà. Celui-là, Quelqu'un, j'avais lu L'œil du héron. J'avais bien aimé, mais sans plus. J'en ai tellement entendu parler, je pense que je m'attendais à autre chose. Après, c'était pas son œuvre la plus connue. J'ai reçu aussi Les Sentiers de recouvrance de Émilie Carbalec. Je vous l'avais mis dans ma pile de mars, de toute façon. Voilà, où on suit deux jeunes qui veulent rejoindre la Bretagne et rejoindre Recouvrance, qui est un lieu où on expérimente une nouvelle méthode de psychothérapie, puisque on est en 2035 et la Terre est en train de subir de plein fouet le réchauffement climatique. Donc voilà, ensuite deux ados qui sont un peu paumés, donc je ne sais pas ce qu'ils vont retrouver exactement là-bas. Le livre est très court en plus. J'avais beaucoup aimé les chants de Newing de cette autrice. Et puis le livre de poche nous a envoyé un petit mail nous disant ce livre est extraordinaire, la suite sort bientôt. Je vous la fais courte, hein. Donc du coup je me suis laissée tenter, c'est les épreuves de la Reine Soleil. Alors peut-être qu'on sera davantage dans de la romantaisie, mais quand j'ai lu le résumé, je suis pas sûre que ce soit l'axe principal du livre. C'est de Nisha Gituli. Après 12 années passées dans les prisons du roi Aurore, Laure est soudainement enlevée par un mystérieux inconnu qui l'emmène à la cour d'Atlas, le magnifique et puissant roi Soleil du royaume d'Aphélion. Là, elle découvre qu'elle va devoir affronter 9 autres candidates dans 4 épreuves mortelles. Pourquoi avoir une chance de devenir la Reine Soleil? Un titre qui pourrait bien lui donner les moyens de libérer son frère et sa sœur, toujours retenus prisonniers, et d'assouvir sa vengeance contre son ancien geôlier. Voilà. Je vous en ai parlé aussi dans ma pile de, je crois, de mars, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Ensuite, c'est des poches. Ah oui, j'avais reçu celui-ci aussi. C'est pareil, je le cherchais celui-ci pour le caser dans les petites lectures. C'est de la part des éditions Syros dans leur collection Moki. Alors là, par contre, c'est à partir de quel âge? Là, c'est dès 7 ans. C'est Week-end entre chien et chat. Je pense que c'est une série aussi. C'est de Marinolé et de Mioz Lamine, pardon. Donc je pourrais, voilà, donc vous avez pas mal d'illustrations. C'est à partir de 7 ans. Bon, je voulais tester aussi avec mes enfants. Bon, 7 ans, là, c'était peut-être un peu court pour eux, mais ils étaient intéressés quand même. Et puis, je le teste en même temps aussi pour la bibliothèque, pour faire des achats. La couverture est sympa aussi quand on enlève la jaquette. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs, non Là, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, c'est le premier. Et là, on suit Max, sa grande sœur Eulalie et Basile le chien, qui sont fous de joie. Leurs parents partent en week-end sans eux. C'est Jonas, leur grand cousin, qui va faire le babysitter. Et il est très sympa, mais aussi étourdi que maladroit. Bon, je pense que ça va être très amusant. Déjà là, j'aime beaucoup l'image. Le pauvre chat. Les chats détestent être lavés, hein. Il faut jamais laver un chat. Normalement, bon... Après, je ne vous dis pas s'il arrive tout dégueulasse, mais normalement, il ne faut jamais laver un chat. Il déteste ça puisqu'il se nettoie lui-même. Mais bon, on va partir vers des choses un petit peu plus sombres. Celui-ci, j'en ai déjà parlé aussi, que j'avais reçu de la part de Hachette Heroes, Au cœur de la lande. C'est dans la collection Dangerous Secret. Là, ça a été écrit par Holly Black. Puis c'est bien, maintenant, ils sortent les livres en poche, donc c'est super. Là, on va être dans une réécriture de Aurore et de Maléfique, puisque Aurore apparemment est à la tête de 2 royaumes, sauf qu'il commence à y avoir des disparitions, des choses étranges qui se passent. Elle a peur de dormir, elle a peur de... Alors, je ne sais pas si elle a peur de se rendormir, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, parce qu'elle a peur de revivre ce qu'elle a déjà vécu, ou tout simplement elle a peur de la malédiction qui lui dit qu'elle doit s'endormir. Voilà, elle a des amis autour d'elle, dont le prince Philippe, dont Maléfique, qui est sa fée marraine aussi, puis d'autres personnages. Voilà, ça a l'air assez sombre, hein, puis on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, les cornes de Maléfique, hein, telle qu'elle est représentée par Angelina Jolie dans le livre, dans le film du même titre, Maléfique. Alors, est sorti en poche, au cas où ça vous intéresserait, je vous le dis aussi, Ce rêve bleu, Miroir, miroir et Rose rebelle. Voilà, ils sont déjà sortis en poche si jamais ça vous intéresse. Je sais que certains d'entre vous n'avaient pas forcément repéré que c'était sorti en poche, donc ça peut être intéressant. J'ai reçu de la part de Christine Adamo et des éditions Tornada la suite des aventures de Tom. Alors au départ c'était sorti en auto-édité, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, et là voilà, elle a réuni les 3 tomes en un seul tome, et elle est éditée chez Tornada, qui est spécialisée dans les romans policiers suspense, et on suit ce petit garçon qui est surdoué, mais qui n'a que 7 ans dans le premier tome, et qui voudrait changer sa vie puisque ses parents sont divorcés, notamment suite à un drame. Il vit essentiellement avec sa mère, et bon, ça ne lui plaît pas. Sa mère n'a pas trop le temps de s'occuper de lui. Il vit à Paris, il n'aime pas le chat de sa mère. Son grand-père maternel,
ce type est une catastrophe, hypocondriaque, il embête sans arrêt sa fille, il en a rien à fiche de son petit-fils, alors que quand il est avec son père, il vit, je crois, dans les Ardennes, donc c'est en pleine nature. Il a un chien qu'il adore, sa grand-mère paternelle, alors son père est d'origine britannique, je crois que c'est écossais très exactement. Euh, sa grand-mère est un amour, donc évidemment il a envie de changer de vie, et comme il a ce côté surdoué, il commence à se dire, tiens, je pourrais peut-être faire certaines choses pour réussir à atteindre mon but. Alors, moi, c'est vrai que la mère, on se dit, c'est un peu une mère indigne, mais en même temps, avec le drame qu'elle a vécu, on éprouve quand même de la compassion. Moi, j'ai éprouvé de la compassion pour elle. J'éprouve aussi de la compassion pour Tom, malgré ce qu'il fait, parce que c'est un petit garçon qui, voilà, je trouve que l'autrice s'est bien glissée dans la peau de ce petit garçon, parce qu'il a des choses qu'il comprend, parce qu'il est surdoué, et en même temps, il a des choses qu'il nous dit. Nous, on comprend, lui, il comprend pas tous les enjeux, parce que c'est des trucs d'adultes, en fait. Mais voilà, là, c'est vrai qu'il a fait des choses, quand même très regrettables, mais en même temps, on comprend, et on comprend aussi sa détresse. Donc là, voilà, je pense que je vais refaire une lecture rapide des 2 premiers tomes, et lire le 3e tome, parce que j'ai hâte de savoir ce qui va lui arriver. Alors celui-ci, c'est pareil, je vous l'ai présenté je crois dans ma pile à lire, oui, parce que je l'avais déjà lu, c'est Projet Dernière Chance de Andy Weir. Et oui, je le répète, c'est Ryan Gosling sur la couverture. Parce que j'ai posté mon avis sur Bookstagram, et tout le monde me disait, mais c'est Ryan Gosling sur la couverture. J'ai dit oui, alors je vous ai dit le 11 mars, mais le film sort le 18 mars. Donc là, ce sera, quand vous aurez la vidéo, je pense que ce sera le lendemain du jour où vous aurez cette vidéo. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je lisais le livre en imaginant effectivement Ryan Gosling dans le rôle du personnage principal. C'était assez amusant. Voilà, et, en fait, il y a quelque chose qui commence à... Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais quelque chose qui commence à attaquer le soleil, on sait que le soleil va mourir, mais c'est pas prévu avant des milliards d'années, je crois, et là, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, lui est interrogé en tant que professeur c'est qu'un simple professeur de sciences, de chimie, hein. Alors déjà, ouais, le début, en fait, il se réveille, il est amnésique, il est allongé dans un truc qu'il trouve étrange, et au bout d'un moment, il se rend compte, alors, il y a deux cadavres avec lui dans la même pièce, il se rend compte qu'il n'est plus sur Terre, mais certainement dans l'espace, et petit à petit, les choses lui reviennent. Et voilà, il va se souvenir qu'effectivement... ouais, il a travaillé sur ce projet Dernière Chance pour pouvoir sauver la planète Terre. Donc on a des flashbacks, des réminiscences de ce qui s'est passé, quelles solutions les humains ont trouvées, et pourquoi lui s'est retrouvé dans ce vaisseau spatial. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu, en fait, il a sorti une théorie, ce qui fait qu'il a été un petit peu blacklisté par les autres scientifiques, mais c'est un professeur et il adore son métier, il adore enseigner à ses élèves. C'est un petit peu un monsieur tout le monde, un peu maladroit. Il y a pas mal d'humour, je trouve, au début. Parce qu'en plus, le mec, il se réveille, il est quand même dans une situation, il se souvient de rien, mais il prend les choses, je trouve, très bien, quoi. C'est un peu, pas blasé, mais voilà, il réfléchit. Alors, il y a des instants de panique quand même. Et puis surtout, il y a un moment, il va faire la connaissance, il va se retrouver face à un vaisseau extraterrestre. Et là, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait je vous en reparlerai en point lecture, quelques petites longueurs, mais la relation, voilà, tout ce qui va se passer avec le vaisseau extraterrestre est tout simplement extraordinaire, et je pense que c'est surtout ce que je vais retenir du livre. D'ailleurs, je serais curieuse de voir le film, parce que je pense que ça peut donner une très bonne adaptation. Andy Weir, c'est lui aussi qui avait écrit Seul sur Mars, qui avait été adapté au ciné avec Matt Damon. Alors, moi, je voulais pas le voir, parce que je me suis dit, on voit un mec qui va essayer de survivre sur Mars tout seul, ça va être chiant, je me suis dit. Et en fait, le film est très bien fait, on est pris dans le truc. Donc, je pense que là, ça va être à peu près pareil. Ensuite, j'ai reçu de la part de Marie-Sara, qui fait partie de la Ligue de Libraginaire, son roman, le tome 1, Anima, les enfants, avec... j'ai reçu plusieurs goodies aussi avec, voilà, un très beau print aussi, avec une dédicace, avec le marque-page. En Libraginaire, il y a aussi l'auteur dont je vous ai déjà parlé, Azael Jeil, qui fait le titre exact, c'est Chronique des secondes heures de Tanglemort, si je ne me trompe pas, que j'avais lu en e-book, et que là, du coup, il m'envoie, il est en train de les ressortir dans des belles versions hardback. Donc là, j'ai relu le tome 1, il faut que je relise le tome 2 aussi.
Voilà. Et là, du coup, ils sont plusieurs auteurs à faire partie de cette ligue. Et là, du coup, Marie-Sara m'avait proposé aussi de recevoir le tome 1. Alors, Terrae s'éteint. Les enfants disparaissent sous le voile de l'oubli. Alors que personne n'y croyait plus, les tambours retentissent à nouveau. Malgré le danger, 4 adolescents sont appelés à sauver leur monde. Ils doivent trouver leur moitié, le souffle légendaire qui fera d'eux des êtres complets. La lune marque ceux qui, par leur bravoure, ont suivi ce chemin. Comme elle, ils poursuivent la transformation du rien vers le tout. Le processus se nomme la quête de l'anima. Ah oui, l'anima, en latin, c'est pas l'âme? Je sais plus. L'âme ou l'esprit, je suis plus sûre. Je dis peut-être une bêtise. Entre récit d'aventure et construction identitaire, Anima pose des questions actuelles sur la quête de son être véritable et la sauvegarde de notre monde. Bon, j'avoue que ça me tentait, j'avoue que j'ai vu passer plusieurs fois en étant sur la Ligue de l'Ibraginaire, ça me tentait beaucoup. De la part des éditions Élisande, j'avais postulé pour recevoir ce livre. Nous sommes tous des artistes, je vous en ai déjà parlé. Ah non, vous allez peut-être avoir, si vous aurez la vidéo avant. Normalement, parce que je l'avais mis dans le petit mois petite lecture, donc vous aurez la review. Donc c'est de Gérald de Cibleras, c'est une nouvelle maison d'édition, les éditions Élisande. Ils ont sorti un polar. J'ai hésité à le demander, je me suis dit non, je vais pas avoir le temps de le lire. Le sujet est assez dur en plus, assez sombre. Mais je me suis dit non, allez, faut se calmer quand même. Et là, en fait, on est dans un futur proche et en France, et les gouvernements ne font que changer tout le temps. Et en fait, petit à petit, les gens n'ont plus confiance qu'envers le gouvernement de la culture. Et il y a une révolution qui va avoir lieu. Et voilà, cette révolution a pour mot d'ordre, nous sommes tous des artistes. Ils vont nommer à sa tête celui qu'on surnomme le clown. Bon, c'est vous dire déjà, c'est très satirique. C'est très satirique. Je pense que ça peut faire grincer des dents aussi. Mais bon, on se rend compte que ministère de la Culture, artistes, c'est toujours pareil. C'est-à-dire c'est le pouvoir qui les intéresse. Et plus ou moins, ils sont, enfin plus ou moins, même plus que moins, ils sont en train d'installer une belle dictature aussi. Mais je vous en aurai parlé davantage en reading vlog. Pareil, des éditions Mogène, qui ne sont pas des éditions très récentes. J'ai reçu le tome 1 des Chroniques d'Isulgar, Noir-Neige de Nicolas Skinner. Alors Nicolas Skinner, j'avais déjà lu un autre de ses romans, et c'est pour ça qu'il m'avait contacté. Et c'est vrai que celui-ci me tentait beaucoup, parce que ça a d'abord été publié, non pas en auto-édition, je dis une bêtise. Non, ça a été édité chez Nat Éditions. C'est de la dark fantasy, c'est pour ça que ça me tentait beaucoup. Édité chez Nat Éditions, et la maison d'édition, hélas, a fermé. Donc il n'y a que les tomes 1 et 2 qui sont sortis. Et là, ça a été repris par Mogène Édition, qui est basée en Bretagne, dont le fondateur est aussi auteur. Voilà, ils m'ont proposé de recevoir. Alors, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, j'avais commencé un livre. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai reçu, celui-ci. Je suis en train de le regarder là-bas. Je vous l'ai présenté aussi dans ma pile à lire de mars. J'avais commencé à le lire et c'est vrai que dès les premières pages, il y a des scènes de torture. C'était sympatoche. Et après, je me dis, ah, mais celui-là, il sort le 1er mars. Je vais le lire avant. Il y a une scène de torture aussi, et il y a une scène d'exécution à l'ancienne, style Moyen-Âge. Donc, ouais, c'était bien. Et en même temps, je lisais entre deux aussi un livre sur le body horror que je vous présenterai après, mais c'est pareil que je vous ai montré aussi dans ma pile à lire de mars. Je dis heureusement que je suis pas en déprime en ce moment, parce que... Non, faut le dire quand même, parce que c'est des passages qui sont pas faciles, puis c'est... je veux dire, la torture, on pratiquait la torture au Moyen-Âge, on pratiquait ce genre d'exécution, on l'a pratiqué longtemps, même bien au-delà du Moyen-Âge. Donc voilà, et on pratique encore la torture actuellement. Donc voilà, waouh, je peux pas plus sombre là. Mais en tout cas, c'est une dark fantasy que j'ai beaucoup aimée. Je vous en parlerai aussi en point lecture. Mais vraiment super, et j'ai hâte du coup d'avoir le tome 2, et du coup le tome 3, on devrait l'avoir aussi cette année. J'ai reçu aussi le tome 2 de Snow Globe, donc il y a eu à peu près un an d'écart entre les deux sorties. Alors l'autrice, elle vit en Corée, mais par contre je ne sais pas si elle est née en Corée. Je ne sais plus, parce que je crois qu'elle a pas mal bourlingué aussi. C'est Son Young Park. Ouais, c'est pas noté là-dessus. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé. On voit sa photo ici. Et en fait, on est dans un monde dystopique, et il fait froid. Le froid a tout recouvert, donc les gens essaient de survivre tant bien que mal.
Et on suit Shobham. Alors Shobham ne fait pas partie des privilégiés. Elle est obligée, comme les autres personnes de sa famille, alors ils s'entassent tous dans la même maison, et ils sont obligés d'aller tourner comme des hamsters dans leur cage, en fait, dans leur roue, pour produire de l'électricité pour les gens, mais aussi pour Snow Globe, qui est un globe qui est posé sur une... comment on appelle ça? Sur une partie chaude de la Terre. Et en fait, quelques privilégiés, enfin pas mal de privilégiés vivent là-dedans, mais pour vivre là-dedans, il faut qu'ils soient filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'ils servent de divertissement aux gens qui sont moins privilégiés qu'eux. C'est leur seul divertissement en fait, hein, c'est la télé. Et voilà, essayer de suivre ce qui se passe dans Snow Globe. Shobham rêverait d'être réalisatrice. Et puis, elle suit notamment, c'est Ayuri, je crois. Ayuri, oh, je sais plus. Aeri, pardon. Ayuri, ça fait pas tellement terrible comme prénom. Aeri, qui est voilà, une véritable star sur Snow Globe, qui est née à Snow Globe. Donc, on suit sa famille depuis un moment, sa grand-mère, ses parents, et puis elle, depuis l'enfance. Et puis, Shobham est contactée par la réalisatrice du show où se produit Aeri, parce qu'il y a plusieurs séries différentes. Il y a des gens qui sont là que pour faire de la figuration, donc qui espèrent aussi grimper les échelons. Tous ceux qui espèrent que leur série va avoir du succès, sinon ils peuvent se retrouver au chômage. Ils peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle le village des retraités, qui n'est pas vraiment un lieu de villégiature. Et c'est pas, on vous met là, même si vous n'êtes pas vieux, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas terrible. Ou parfois vous retrouvez carrément à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui arrive à une des héroïnes, enfin, un des personnages qu'on suit dans le tome 1. En plus, cette pauvre fille, en fait, elle faisait une série. Dans cette série, elle était obligée de tuer des gens qui avaient commis des crimes, mais enfin quand même, quoi, et les gens la suivaient. Donc évidemment, quand elle est sortie de Snow Globe, personne ne l'aimait, personne n'avait aucune considération pour elle. Elle s'est retrouvée voilà, mise de côté, haïe par tout le monde parce que tout le monde avait peur d'elle. Seule Shobham aura, quand elle la voit évanouie, aura un geste envers elle. Voilà, et ouais, c'est très dur. C'est la télé-réalité en fait, hein. Donc le jour où vous rapportez plus d'argent, bah, allez, on vous balance et démerdez-vous. Voilà. Et Shobham, elle est contactée par celle qui fait la série avec Aeri. En fait, elle apprend que tout ça, c'est noté dans le résumé du tome 1. Aeri s'est suicidée et Shobham lui ressemble, donc ce serait bien qu'elle la remplace, avec promesse plus tard de la faire rentrer dans l'académie qui forme les réalisateurs. Donc Shobham, bah, elle est un peu embêtée quand même parce qu'elle a quand même une conscience, mais en même temps elle se dit, bah ouais, mais ça me permettrait de réaliser mon rêve et sortir aussi de ma famille, un peu de, voilà, de cette vie impossible. Et évidemment, quand elle va mettre les pieds à Snow Globe, elle va se rendre compte de choses très, très, très étranges. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Il faudrait que je demande parce que, franchement, le tome 2, il clôt... déjà, le tome 1, vous avez déjà pas mal de réponses. Là, pour moi, le tome 2, il clôt pas mal de... je pense tout. Mais il y aurait possibilité de faire, je pense, un autre tome. Mais c'est noté nulle part. Donc je ne sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie. J'essaierai de demander quand même. En plus, c'est franchement très page-turner. Ça se lit très bien. C'est du young adulte, hein, mais franchement, ça se lit très bien. Bah, je vous l'avais présenté, le tome 1 ou tome 2 dans mes... Je ne sais plus. C'est le tome 2, je crois que vous avez présenté aussi, je crois, dans mes young adultes. Je ne sais plus. J'ai un gros doute d'un seul coup, d'un seul. J'ai reçu de la part des éditions Corde de Lune, alors c'est l'autrice qui m'avait contacté, Belinda Bonazzi. J'avais déjà chroniqué un autre de ses romans, La Terre si belle, édition Corde de Lune. J'aime beaucoup, c'est eux aussi qui éditent Ingrid Roven, qui est une autrice que j'aime beaucoup, qui fait du gothique. Ils ont vraiment, je trouve, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent comme livre. Il y a des genres différents, c'est pas mal. Là, quand la terre vacille, les mythes se réveillent. Le meurtre de Jérôme Bellerue, gardien d'une pierre sacrée, oubliée des hommes, coïncide avec l'apparition de phénomènes climatiques d'une violence inédite. Pour Sienfe Viala, professeur de mythologie, le doute n'est pas permis. Le Béthil de Cybèle, incarnation de la déesse Terre, a été dérobé. Sans lui, l'équilibre du monde est condamné. Autour de cette révélation gravite une poignée d'êtres fragiles et singuliers. Calista, illustratrice rêveuse, Benjamin, géologue discret, Claude, sismologue traumatisé par un drame, Théodore, milliardaire excentrique, passionné de légendes. Tous sont entraînés malgré eux dans une quête qui les dépasse. Je l'avais pas mis parce que je voulais pas tout mettre, parce que ma pile à lire de Mars aurait été trop importante, mais j'essaierai de le lire. Alors par contre,
J'ai ma boîte aux lettres. En fait, ma boîte aux lettres, le fond est légèrement creux. Et quand il pleut, l'eau stagne dedans. Et le livre, il a pris un peu l'eau. J'étais deg. Je dis merde. Et c'est con parce que j'avais un autre livre au-dessus qui était dans une enveloppe bulle matelassée. Je dis si ça avait été l'inverse, on aurait pu sauver le livre. Et j'en ai eu un autre. Heureusement que je l'ai pris. Il faudrait que j'y pense d'ailleurs quand il pleut d'aller. Ah ouais, mais non. Je veux dire, il a plu ce matin, mais le facteur n'est pas passé. Il passe pas le matin. Donc, mais il faut que j'y pense parce que voilà, là, le livre, quand même, il avait pris cher. Ça se voit pas trop, mais ça fait vraiment suer. Mais bon, ça n'empêchera pas de le lire. Ensuite, j'ai reçu des éditions Le Ruston, la partie 2 de Iron Prince de Brice O'Connor et Luc Schmidenko. On est dans la littérature RPG, c'est-à-dire la littérature qui s'inspire des jeux de rôle. Donc, avec des épreuves à passer et vous passez des niveaux, vous gagnez des armes, vous gagnez plus de puissance. Et le héros dont je ne retiens jamais le nom, pourtant il n'est pas compliqué, c'est Ray. Ray il part, il voudrait rentrer dans l'académie qui forme tous ces super soldats en fait. Sauf qu'il part avec une maladie chronique qui fait que ses muscles se calcifient. Et il a subi déjà beaucoup d'épreuves, c'est-à-dire de multiples opérations pour faire en sorte que ses muscles ne se calcifient pas. Donc il part pas gagnant. Il est très très bon en théorie. Sur le combat, c'est moins bon. Et malgré tout, il va quand même rentrer dans cette académie. Alors je vous dis pas pourquoi, c'est expliqué dans le tome 1. Voilà, c'est beaucoup de scènes de combat. Hein. On va le voir lui, sa meilleure amie, puis il va se faire d'autres amis au sein de cette académie. Voilà, on va les voir passer beaucoup d'épreuves. On sait aussi qu'en même temps, les humains se battent contre des extraterrestres belliqueux qui les ont attaqués. Et en fait, ces soldats, ces combats, ça offre un divertissement aux gens, mais ça donne aussi envie aux gens de s'engager dans l'armée pour combattre les extraterrestres. Donc tous ces super soldats ne vont pas forcément à la guerre. Voilà, ils servent plus, je dirais, de vitrine un petit peu, ce qui est assez étrange. Il y en a quelques-uns quand même qui sont allés au combat, qui ont fait face aux extraterrestres, qui en sont revenus quand même psychologiquement un peu abîmés, hein, on va dire. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que la finalité, est-ce qu'il y aura un combat contre les extraterrestres? Je ne sais pas trop, je ne sais pas où ça va aller. Est-ce que c'est le premier roman de littérature? Non, c'est pas le premier roman de littérature RPG que je lis, mais si. J'ai en train de penser à un livre, mais non, celui-là, je ne l'ai pas lu. En tout cas, qui fait SF, parce que là, on est vraiment voilà, dans du futur, avec extraterrestres et compagnie, même si on en parle peu. Mais voilà, il faut s'attendre à beaucoup de combats, par contre. Il faut aimer le genre. Ensuite, j'ai reçu de la part de Scrineo, puisque ça a commencé à la rentrée de l'année dernière, j'ai été prise pour leur livre SF. Alors, ils n'en éditent pas beaucoup. L'année dernière, j'en ai eu un. Ça a commencé en septembre. Là, voilà, là c'est leur deuxième. Donc, c'est leur premier de cette année. C'est Phénix, Révélation de Sophie Joma et Maxime Gilliot. Voilà, on est dans un monde dystopique aussi, SF. Depuis 80 ans, la Phénix maintient la paix entre hybrides et non-hybrides sous la protection d'un être tout-puissant, le pacificateur. Lorsque celui-ci vacille pour la première fois et qu'Ethan, étudiant sans histoire, est choisi pour le succéder, tout bascule. Désormais investi de pouvoirs exceptionnels et guidé par Mina, téléporteuse insaisissable au service de l'organisation, Ethan plonge au cœur d'un système où la Phénix protège autant qu'elle manipule l'humanité tout entière. Bon, je vous en parle pas trop parce que je vous en ai parlé aussi dans ma pile à lire de mars. Voilà, je ne vais pas tarder à le lire non plus celui-là parce qu'il sort le 11 et aujourd'hui nous sommes le 10. Voilà, donc je ne vais pas tarder. Et puis bon, voilà, c'est de la SF, mais le premier que j'ai lu, c'était, d'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier livre qu'a écrit Pierre Bordage puisqu'il est décédé entre-temps. Mais voilà, c'était très bien. Ça reste à porter, comme c'est du young adult, ça reste complètement compréhensible. Là, ça ressemble plus à la dystopie. Celui que j'avais lu, c'était plus de la SF, vraiment space opéra. Donc, à voir. Je vous parlais voilà, du livre de Body Horror que je lisais, mais c'est pareil, je vous l'ai présenté dans ma palle de mars. Donc, c'est Génération Body Horror, j'ai reçu de la part des éditions Actu SF, écrit par Morgane Court-Sérieux et Fleur Hopkins-Lauferron. Voilà, je le lis petit à petit. J'avance pas très vite parce que c'est un essai, donc ça se lit beaucoup moins vite qu'un roman, évidemment. Il faut bien comprendre les explications, les études, parce que les autrices, franchement, j'ai lu 50 pages, mais elles ont fait
je trouve que déjà les 50 premières pages, c'est un travail de dingue. Il y a des super illustrations plus entre deux. Parce qu'il y a énormément de références. Des références à des films, à des livres, à des jeux vidéo, enfin, à plein de choses. Alors, il y a des choses que je ne connais pas, d'autres dont j'ai juste entendu parler, certains que j'ai vus ou lus. Après, j'ai pas une connaissance très approfondie du body horror non plus, hein. Mais alors ça peut être un peu spoilant. Bon, je me dis tant pis, de toute façon, j'aurais peut-être oublié tout ce qui a été dit et ça m'empêchera pas d'aller voir les œuvres citées que j'ai envie de voir ou de lire celles qui sont citées, mais du coup c'est hyper référencé et ils ont pris pas mal d'études en français, mais beaucoup en anglais aussi, donc je suppose qu'elles sont bilingues, ou au moins l'une des deux. Voilà, et elles nous font des références sur des études qui ont été menées sur l'horreur, et voilà, surtout sur l'horreur, puis après on va plus aller vers le body horror. Pourquoi cette fascination, effectivement, des êtres humains sur l'horreur? C'était vraiment... déjà, ça, c'était passionnant. Alors, il y avait plusieurs raisons, hein. Il y avait le côté... c'était marrant parce qu'il y a des trucs dans lesquels je me retrouvais, d'autres pas. Enfin, j'espère, parce qu'il y a des trucs qui me feraient un peu peur. Il y avait le besoin le côté excitant de l'horreur. Oui, c'est vrai, ça vous donne des frissons. Il y a un côté excitant, faut pas se mentir. Ça peut être un côté manque d'empathie. Bon, j'espère que c'était pas ça. Moi, j'ai pas l'impression de manquer d'empathie. Mais ouais, celle-là, elle fait mal quand même. J'ai regardé de l'horreur par manque d'empathie. Et là, le truc d'après, c'est sociopathe. Voilà, mais bon, elles retranscrivent voilà, les études qu'elles ont lues, hein. C'est pas elles qui le disent. Et puis elles vont aller plus loin, on le sent bien. Ça peut être aussi un côté cathartique, hein, le fait de voilà, dégommer des gens, de voir des trucs horribles. Ça peut vous permettre de vous apaiser quelque part. Enfin, il y avait plusieurs théories, j'ai pas tout retenu. J'ai pris des notes, mais franchement, à chaque page, j'ai envie de prendre des notes avec ce livre. Donc, c'est pas évident. Je vais m'amuser pour faire la chronique aussi, parce que le problème d'Instagram, c'est qu'il ne faut pas vous dépasser un certain nombre de mots. Quand vous faites des chroniques, c'est chiant. Mais franchement, c'est passionnant. Et puis là, voilà, elles vont aller de plus en plus vers le body horror. Alors, c'est pas nouveau comme genre, hein, parce qu'on cite Frankenstein. Je crois que c'est la plus vieille... je crois que c'est la plus vieille référence. Mais voilà, il y a vraiment un regard du body horror. Il y en a toujours eu, je pense, mais on n'appelait peut-être pas ça comme ça. Après, c'est vrai qu'elle l'avait... Alors, je l'ai noté, je l'ai pris en note, mais je n'ai pas mis de post-it sur le livre. La première fois que ça... Ah bah si. La première fois que ça a été utilisé, c'était en 1983 quand même. Alors, c'est même pas, pas la première fois que ça a été cité, c'est le réalisateur australien Philip Brophy, connu pour le sanguinolent body trash, que je ne connais pas, que l'on doit en 1983 la popularisation de l'expression body horror, littéralement horreur corporelle, utilisée dans son article The Textuality of the Contemporary Horror Film. La textualisation, je suppose, des films d'horreur contemporains. Donc voilà, donc ça a été popularisé en 83, donc c'est pas nouveau, mais moi c'est un concept que je connais. Alors j'ai vu des films de body horror et j'ai lu de body horror sans le savoir, mais voilà, c'est toujours bon. J'ai reçu de la part de Bragelonne, alors Bragelonne, on peut aussi, Hauteville fait aussi partie de Bragelonne, enfin de chez Hachette, hein, tout ça c'est le même groupe. J'ai reçu le livre des heures perdues, alors de Hélé Gelfuso, donc chez Hauteville, qui est un livre vraiment... je l'ai demandé parce qu'en fait... on est en 1938, ouais, c'est ça, à Nuremberg. On n'est pas loin de la nuit de cristal, hein, vous savez, cette nuit où les nazis, alors ils s'appelaient peut-être pas encore nazis à cette époque-là, mais où ils ont détruit tous les magasins juifs. Ils avaient bien mis les étoiles jaunes partout, où ils ont molesté des juifs, où ils ont emprisonné des juifs et tué des juifs. Voilà, c'est assez connu, hein, quand voilà, vous avez forcément entendu parler à l'école. Et voilà, on suit un vieil horloger juif qui raconte des histoires à sa fille. Et elle a 11 ans, je crois, au début, hein. Elisabeth, c'est 11 ans. Et en fait, il lui dit aussi qu'il est capable de jouer avec le temps grâce à des montres. C'est ce qu'on appelle un horloger avec un grand H qui est capable de manipuler le temps. Et là, voyant le danger arriver, voyant voilà, débarquer les nazis, il projette sa fille
hors du temps. Elle se retrouve dans une immense bibliothèque et lui, il part à la recherche de son fils en fait. Sauf que son père ne reviendra jamais la chercher. On va voir Elisabeth voilà, errer dans cette bibliothèque, faire une rencontre en particulier et voyager dans le temps. Et surtout, elle va protéger des livres parce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans cette bibliothèque hors du temps pour effacer, brûler des livres où il y a des souvenirs pour effacer certaines choses, notamment des nazis. Et on a aussi une double temporalité. On se retrouve dans les années 60 où une ado vient, elle a perdu ses parents, elle a été élevée par son oncle vient de mourir et en plus il est accusé d'avoir collaboré avec les communistes, hein, on est en pleine guerre froide. Voilà, on est dans deux périodes historiques très marquées, ce qui est vraiment intéressant. Et puis, il y a une femme qui vient lui voir en lui disant que son oncle faisait partie d'un groupe au sein de la CIA, enfin, une antenne de la CIA, et qui voyageait dans le temps aussi. Donc, on va suivre voilà, ces héroïnes à travers le temps. Il y a pas mal de surprises à la fin. Alors, il y a de l'action, mais c'est pas, voilà, ça saute pas dans tous les coins. Vous n'avez pas des bombes qui sautent dans tous les coins. Il n'y a pas de scène de bataille, tout ça, mais ça se lit très bien. Et puis, ça pose un regard vraiment très intéressant sur l'histoire, sur l'importance de garder des traces de l'histoire, de ce qui s'est passé, et puis aussi sur la mémoire, mais aussi sur nous, nos souvenirs, notre mémoire, enfin, tout ça c'est vraiment très important. C'était un beau livre qui s'inscrit à la fois dans l'historique et aussi dans l'intime en fait, c'était vraiment bien. Toujours chez Bragelonne, comme j'avais beaucoup aimé le recueil de nouvelles qu'ils ont sorti de Robert E. Howard, le papa de Conan le Barbare. Là, il y a James Lovegrove qui avait déjà écrit des livres où il mettait en scène et Sherlock Holmes et Cthulhu en même temps, hein, donc ce monstre créé par Lovecraft. Et il a repris aussi le personnage de Conan. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont repris le personnage de Conan. Et là, c'est le culte de la lune d'Obsidian. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup le titre. Voilà, donc on va suivre Conan sur une aventure. Alors, il y a des choses qui se sont passées avant. On sait qu'il vient de perdre une femme qu'il a aimée, qui était une pirate, avec laquelle il bourlinguait à travers les mers et les océans. Et il est un petit peu perdu. Et il fait la connaissance de gens qui sont comme lui, issus du Grand Nord, des Cimériens. C'est Conan le Cimérien. Des Aesir, on les appelle. Alors les Aesir, on les retrouve plutôt dans les légendes scandinaves. Normalement, c'est censé quand même des gens avec des pouvoirs. Bon, là, Conan, il est très fort, mais c'est pas non plus un dieu. Mais voilà, il fait connaissance d'un couple qui est poursuivi, qui lui raconte son histoire. Et il va se retrouver mêlé voilà, à une histoire assez effrayante sur la fin, faut dire. Alors, c'est de la fantaisie épique, donc il y a beaucoup de combats, par contre, là. Ouais, la fin, oui, on sent que James Lovegrove aime Lovecraft. Alors, il faut savoir aussi que Robert E. Howard, qui a créé le personnage de Conan, était aussi un contemporain de Lovecraft et que d'ailleurs, ils échangeaient beaucoup de correspondances l'un avec l'autre. Sauf que chez Robert E. Howard, je trouve qu'on ne retrouve pas ce côté raciste, antisémite, cette façon de rabaisser les autochtones, tout ça. On n'a pas ça, je trouve. En tout cas, je ne suis pas encore tombée dessus. C'est pas le cas ici. Conan est un barbare et pour Robert E. Howard, être un barbare, c'est pas forcément mauvais. Lui pensait que la civilisation n'était qu'un accident, qu'en fait la véritable nature humaine, c'est d'être barbare. Et oui, il n'a pas complètement tort quand il dit ça. Sur le coup, je n'étais pas d'accord. Et après, j'ai dit, bah oui, c'est vrai, c'est au fil du temps que, par exemple, en France ou en Europe, les civilisations se sont construites, on s'est civilisé, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, même si c'est loin d'être parfait, on est bien d'accord. Mais je veux dire, on n'est pas en pleine guerre, on ne crève pas de faim. Alors, encore une fois, oui, il y a des choses qui ne vont pas, on est tout à fait d'accord. Il y a toujours des gens qui vivent dans la pauvreté et tout. Mais c'est vrai que c'était intéressant voilà, d'avoir ce point de vue. Et voilà, c'est pas le Conan, vous savez, Schwarzenegger qui dit pas un mot, qui est tout en muscle et on l'entend pas beaucoup parler. Là, on a un Conan quand même. Oui, il est très instinctif, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent. Enfin, voilà, je trouve que j'ai redécouvert le personnage de Conan que je ne connaissais qu'à travers le film avec Schwarzenegger. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti en 2011 avec Jason Momoa qui joue Conan, hein. Jason Momoa, c'est celui qui joue Aquaman et qui a joué dans Game of Thrones, comment il s'appelait déjà, l'époux de Daenerys Targaryen, c'était comment, le Khal Drogo, voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, alors
Il y a eu plusieurs films de Conan avec Schwarzenegger, hein, donc c'est pas mal. Il y a toute une histoire avec Conan. Il faudra que je vous fasse j'en parle un petit peu plus longuement dans les vidéos. Pourquoi on a cette image un petit peu de Conan comme ça qui est très, voilà, tout en muscles et voilà, qui a pas l'air très fut-fut quoi en fait. Mais pourquoi il y a cette image-là? Il faudrait que je vous en parle un peu plus. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça continue vraiment dans cette idée effectivement j'aime bien ce côté, j'aime bien ce personnage. J'ai reçu 2 livres de la part des éditions Château d'Âme. Tout d'abord Rosebridge Academy de Amira Benbeka Rekal. Là on est sur, pareil je vous en ai parlé donc je ne vais pas trop revenir dessus, on est sur une double temporalité. Alors on est de nos jours, c'est noté. Voilà, on suit une jeune femme qui est à la Rosebridge Academy, une prestigieuse école de lettres, et Jane Marlowe fait la découverte d'un manuscrit relatant l'histoire d'amour à l'origine de la création de ces lieux. Et on va être aussi à Londres en 1815, où on va suivre aussi un couple, mais bon, apparemment, je crois qu'ils ne sont pas... leur idylle est interdite pour des raisons sociales, de conditions sociales, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est toujours super beau les livres de Château d'Âme. Et puis je sens qu'il va y avoir un écroulement de livres. Et celui-ci qui a l'air beaucoup plus sombre, Les ombres d'Ambre Lune, de la mystérieuse Lady Raven, je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est pareil, on est sur une double temporalité et on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, donc autant vous dire que j'ai hâte aussi de le lire. Il fait très 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 envie celui-là. En plus, il nous avait envoyé des courriers un peu mystérieux, tout ça. Fallait deviner de quel conte on allait parler. Enfin, c'était vraiment super bien fait. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Imaginaire The Book of Love. Alors, je vous en ai parlé aussi de Kelly Link, que j'aimerais beaucoup lire, qui est une des bricasses aussi, où on a des enfants. Alors, le pitch derrière, c'est 4 sont revenus, d'entre les morts, 2 resteront, 2 retourneront au néant. En fait, on va suivre 3, alors je pense que ce sont des ados, qui vont aller, ils ont disparu et quand ils reviennent avec une quatrième personne qui se fait appeler Bowie en hommage au chanteur. Mais bon, apparemment, il va se passer des choses un peu étranges. Voilà, je sais pas, là, en plus, il y a des trucs. Il y a une guitare, il y a un lapin, une lune, un loup. J'adore la couverture, je la trouve vraiment très très belle. C'est très mystérieux. Donc ça me donne très envie. Et puis là, je crois que ce mois-ci va être marqué par les lectures de Morgane Cossarieux, puisque j'ai reçu aussi de la part des éditions. Alors, à chaque fois, je dis Actu SF, c'est Actes Sud Jeunesse. Je me suis encore trompée la dernière fois, c'est incroyable. Donc, Actes Sud Jeunesse, dans leur collection Nocturne, qui est leur collection d'horreur, Baron Samedi. Donc là, on va être à la Nouvelle-Orléans, en plein vaudou. C'est écrit par Morgane Cossarieux. Donc, comme j'ai toujours pas lu de roman de Morgane Cossarieux, autant vous dire que je suis assez pressée de le lire. Là, j'ai passé faire quelque chose d'un petit peu plus doux. C'est Soyez prête, qui est une réécrite, qui est un Twisted Tale de Hachette Heroes, écrit par Farah Rochon. Et là, on va suivre Nala qui part à la recherche de Simba après, après la mort de son père. On pense aussi que Simba est mort. Elle n'y croit pas. Et apparemment, elle va s'allier avec Scar, hein, donc l'oncle de Simba, qui est le grand méchant dans Le Roi Lion. Et je ne sais pas comment vont se passer les choses. Voilà, donc je pense que je ne devrais pas tarder à le lire non plus, celui-là. Waouh! C'est tous les Twisted Tales, là? Waouh! Mais c'est bien, c'est ils vont les sortir, ils vont tous les sortir en poche. Donc ça, c'est vraiment super. Et j'ai reçu aussi de la part de Hachette Heroes leur magnifique carnet de lecture. Donc cette année, je ne vais pas m'en servir parce que j'en ai commencé un. Mais il est magnifique. Puis alors derrière, c'est marqué à tous les livres que j'ai aimés. J'adore. Le livre, c'est en hardback. Il est magnifique. Je suis in love. Alors le problème, c'est que vous avez... il y a 80 fiches de lecture. Moi, ça va pas me suffire. L'année dernière, j'en ai lu plus du double. Mais vous voyez, la DA, elle est super bien, un truc pour les statistiques. Et puis surtout, j'aime bien, c'est que vous avez... Alors, à chaque fois, je galère pour les trouver. Voilà. Vous avez des petits stickers pour ajouter des choses. Alors, par exemple, vous avez voilà, les petites pierres tombales, c'est pour marquer que vous avez DNF le livre. Vous avez des trucs un peu witchy comme ça. L'esprit est assez witchy quand même, hein, dans le... Voilà, quand vous voyez la page de garde, c'est vraiment très très beau. J'adore. C'est juste magnifique. Voilà. Mais je vous dis pour cette année, et je ne sais pas l'année prochaine comment je vais faire, parce que clairement 80, ça va pas suffire. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Maintenant, je vais vous montrer
un petit peu ce que j'ai reçu. Alors non, j'en ai encore un, j'ai oublié ici. Oui, j'ai oublié celui-ci. J'avais mis dans les cadeaux, mais c'est pas un cadeau, c'est un service de presse. Celui-ci, c'est Blowjum, tome 1, Les 5 vallées de W.H. Lornell. Alors, il pensait participer à une expérience scientifique, il s'est réveillé dans un autre corps. La vie de Léo bascule lorsqu'un protocole expérimental tourne mal. À son réveil, il n'est plus dans son monde. Il a pris la place d'Agast, un jeune homme vivant dans un territoire isolé appelé les 5 vallées. Un monde brutal régi par la force et le sang, où des guerriers d'élite manient des armes forgées dans un minerai vivant, le Blowjum. Forgé en armes, le Blowjum entre en résonance avec son porteur et lui confère des capacités surhumaines. Ces guerriers appelés Primus sont les derniers remparts face à la montée en puissance de Jorvel, un tyran immortel dont l'influence s'étend inexorablement. Bon, je vais peut-être pas vous en dire plus. Alors ça fait à la fois un mélange je trouve, d'heroic fantasy et de science-fiction. Bon, j'avoue que du coup, quand l'auteur me l'a proposé, je n'ai pas résisté. Évidemment, ça me tentait fortement. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai encore reçu en cadeau, aussi bien pour mon anniversaire que pour la Saint-Valentin. Alors évidemment, la vidéo ne serait pas aussi marrante si je n'oubliais pas des services de presse entre deux. C'est celui-ci, je regardais ma grosse pavasse que je vous avais présenté aussi dans ma pile à lire. Le souffle, le dernier souffle, l'intégrale de la trilogie de Fiona McIntosh. C'est celui-ci que j'avais commencé à lire où il y a une belle scène de torture aussi. Voilà. J'ai bien aimé, j'ai lu que 86 pages quand même. C'est écrit petit aussi. Voilà. C'est écrit petit, il fait 1500 pages presque, ouais. Après c'est une trilogie, donc je vais essayer de le diviser en 3, mais voilà, j'aimerais bien aussi le lire ce mois-ci. Voilà, Fiona McIntosh, voilà, je sais que c'est de l'heroic fantasy, c'est vrai qu'on dirait un peu de la romantasy. Alors oui, il y aura peut-être une petite histoire d'amour, mais c'est pas l'essentiel. Fiona McIntosh, elle est plutôt connue pour faire de la high fantasy. Voilà, et le début m'a pas mal plu avant que je le mette en pause, mais voilà, ça promet. On va suivre Will Thirsk, je sais pas comment on prononce. Son père, en fait, depuis plusieurs générations, ils sont le chef des armées, le bras droit du roi de Morgravia, pardon. Et le début commence avec le roi et son père qui sont en train de se battre. Ils sont sans arrêt en train de se battre avec le même royaume. Hein. C'est presque inscrit dans les gènes, quoi. Il faut se battre. Et le père de Will, je ne sais pas comment on prononce, c'est W-Y-L, de Will, est tué. Donc Will est censé prendre sa place, sauf qu'il est encore un peu jeune, donc il faut qu'il termine sa formation. Et le roi qui vieillit et qui accuse quand même la mort de son meilleur ami, c'est très dur, le père de Will, hein, il en était très très proche. Il sait que son fils, voilà, qui doit lui succéder, c'est pas quelqu'un de très recommandable, voire cruel, et il espère qu'au contact de Will, voilà, son fils va améliorer son caractère. Spoiler alerte, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est marqué sur la 4e de couverture. Et puis, dans le même temps, il y a une chasse aux sorcières qui continue, même si le roi a essayé d'y mettre fin. Malheureusement, il y a une pauvre jeune femme qui, parce qu'elle a eu le malheur de refuser les avances d'un homme, donc elle a été dénoncée. Ses parents pourtant ont essayé de la protéger. C'est même pas une sorcière, c'est juste qu'elle a les yeux verrons, quoi, donc de 2 couleurs différentes. Hétérochromie, je crois, on appelle ça. Juste pour ça. Et voilà, et c'est là les scènes de torture. Et en même temps, il y a quelqu'un qui vient lui parler, qui lui dit « Je vais t'aider à supporter la torture ». Elle entend une voix. Et tu dois aider quelqu'un. Et en fait, elle va, quand elle meurt, c'est marqué sur la 4e de couverture, hein, je ne vous spoil rien, elle va donner quelque chose à Will. C'est vrai qu'il tombe évanoui. Et quand il se réveille, il a les yeux verrons. Alors ça ne dure pas, mais il a les yeux verrons. Donc elle lui a donné un don, très certainement. Je crois que le tome 1, c'est le don d'ailleurs en français. Et voilà, et on va voir les aventures de Will. Alors évidemment, ça va pas bien se passer du tout avec le fils du roi. Je pense que le roi, il vieillit, donc je pense que voilà, il va finir par casser sa pipe. C'est son fils qui va le remplacer, qui à mon avis est un despote en puissance. Qui là va envoyer Will d'ailleurs dans les territoires du Nord parce que pendant que les 2 royaumes se font la guerre, dans le Nord, ils commencent à s'organiser, on les prend pour des sauvages, des barbares aussi, sauf qu'ils sont en train de s'organiser et gagner en puissance. Donc il faudrait peut-être s'inquiéter aussi un petit peu de ce qui se passe de l'autre côté, donc Will va être envoyé là-bas aussi. Bon là, j'en suis pas arrivée là, moi j'en suis arrivée juste au moment où on vient de brûler la soi-disant sorcière. J'en sais pas plus, mais en tout cas, j'aime bien l'écriture. C'est la première fois que je lis Fiona McIntosh et j'aime beaucoup. J'ai oublié aussi un autre service de presse, pas des moindres quand même, parce que
les superbes box de chez Gulfstream. Et cette fois, parce que je ne sais pas ouvrir leur boîte, je ne suis vraiment pas manuelle pour dessous, hein. Et, et puis là, je vois un carton, moi je regarde pas. Et là, heureusement, j'ai regardé, j'ai vu Gulfstream, j'ai dit, ouvre-le délicatement, parce qu'à chaque fois, vous avez des dessins comme ça sur la boîte, qui sont vachement beaux. Et moi, je trouve ça comme une sauvage. Enfin, c'est nul, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai reçu Le fracas des envolées, Thomas, le brise tempête de Nell Playfair, voilà, qui est un magnifique objet livre que j'ai fini hier soir. Petite pépite, encore une fois, Gulfstream à taper fort. Encore une fois, Gulfstream, c'est mettre en avant des auteurs et des autrices qui vous marquent. Que dire de plus? Voilà, il y a des maisons d'édition comme ça. Oui, c'est du young adulte, mais voilà, il y a des maisons d'édition comme ça. Alors, je dis pas que j'ai un coup de cœur à chaque fois, hein, mais je ne suis jamais déçue, quoi. Je suis toujours embarquée. Il y a un côté steampunk. Il y a deux royaumes qui ont. Voilà, il y a une histoire de dieu avec le dieu Éole, le dieu du vent, qui a créé Boré et Zéphyr, mais qui régnaient, qui au départ étaient ensemble, et il y a eu plein de voilà d'accidents avec les dieux, et maintenant il y a deux royaumes, le royaume de Boré, le royaume de Zéphyr, et qui depuis 20 ans sont séparés par ce qu'on appelle l'Aquilon, qui est une sorte de tempête qui est toujours entre les deux îles. Alors si vous voulez aller d'un royaume à l'autre, il faut faire le grand tour, hein. Vous pouvez encore y aller, mais il faut passer par, voilà, par plein d'autres régions. Et puis, on va suivre Mia. Alors, en fait, Mia est née en fait, sur le bateau, le dernier bateau. Enfin, non, c'est pas des bateaux, pardon, ce sont des dirigeables. Elle est née sur le dirigeable. Le dernier dirigeable, elle faisait partie d'une très très grande et puissante famille. Ils avaient des dirigeables pour aller d'un royaume à l'autre, sauf qu'il y a eu cette tempête où l'Aquilon est apparue. Voilà, elle est née en pleine tempête. Elle a été sauvée, mais elle a perdu ses parents. Elle a été élevée par son oncle avec sa cousine. Sa cousine a aussi perdu sa mère pendant cet accident. Et en fait, leur famille a fait l'objet d'une vendetta de la part parce qu'il y a des sorcières aussi, de la sorcière qui pilotait ce dirigeable avec sa sœur, puisqu'elle était folle de rage. Sa sœur est morte aussi pendant cette immense tempête. Et voilà, elle s'est associée avec les Corventes, je crois, qui sont une autre grande famille, et ils ont sali la réputation de la famille de Mia. Donc, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de réputation, plus d'argent, plus rien. Et là, l'oncle de Mia a marié Colombe, sa fille, à un homme très riche. Et le but, c'est qu'il monte dans le dirigeable que vient de construire la sorcière Sévole, qui était sur le bateau, je vais y arriver avec le bateau, qui était sur le dirigeable et qui a perdu sa sœur, Skylar Volbrum. Il y a aussi eu des guerres avec les sorcières, il y a eu plein de choses. Il y a quand même un background qui est intéressant aussi, même si c'est du young adulte. Voilà, les auteurs quand même nous font un joli background. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir le passé, parce qu'en fait tout va prendre ses racines dans le passé, quoi. Il y a des secrets qui vont être dévoilés, des choses inattendues, tout ça, ça vient du passé, et notamment il y a des siècles de ça, quand il y a eu la guerre contre les sorcières, quand on a quasiment anéanti toutes les sorcières, enfin les humains ont quasiment anéanti toutes les sorcières, mais aussi au moment de l'apparition de l'Aquilon. Et là, cette sorcière a promis que le dirigeable qu'elle a construit pourrait vaincre l'Aquilon, cette fameuse tempête qui pourrait traverser. Donc les gens, alors faut avoir du pognon, hein, pour pas acheter son ticket pour aller dedans. En même temps, je me dis, il faut être fou pour aller là-dedans, en sachant pas si vous allez réussir à traverser ou pas la tempête. Mais c'est pas grave. Et Mia, elle veut y aller. Enfin, normalement, c'est sa cousine qui devait y aller, mais elle prend sa place parce que sa cousine en a marre de ces guéguerres entre les deux familles. Elle voudrait un peu de tranquillité, de paix. Et Mia lui propose de prendre sa place. Et voilà, elle y arrive pour monter dans le dirigeable et pour trouver le brise-tempête, et pour s'en emparer et pour récupérer la réputation de sa famille, et repousser dans l'obscurité la famille concurrente. Alors, il y a aussi un système de magie, c'est-à-dire que la plupart des humains naissent avec une particularité. Soit ce sont des venteliers, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler le vent, alors plus ou moins fort selon leur puissance, soit des oiseliers, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se transformer en un oiseau. Et il y en a qui naissent avec les deux capacités, et à l'adolescence,
Ils en perdent une, ils n'en gardent qu'une. Sauf que notre héroïne, Mia, d'ailleurs, alors là-dessus, on ne voit peut-être pas trop. Voilà. Ah non, je suis bête, je vais vous montrer. Voilà. On admire la page de garde qui est simplement magnifique. Hein, voilà. Vous voyez, elle a un bandeau. En fait, c'est parce que. Voilà. Et là, vous avez l'autre personnage masculin. En fait, elle a un bandeau parce qu'elle a un œil gris et un œil noir. Et en fait, quand elle enlève son bandeau, elle peut se transformer en hirondelle. Mais si elle ne met pas son bandeau, bah, évidemment, elle est tout le temps sous forme d'hirondelle. Sauf qu'à un moment, elle est censée faire un choix aussi sur ce qu'elle veut être. Sinon, elle risquerait de devenir folle. Enfin, il y a vraiment toute une histoire qui est vraiment très intéressante. J'avais pas vu, j'avais fait un unboxing, j'avais pas vu, il y avait un overlay aussi dedans. Vous savez, c'est ces feuilles en fait qu'on colle sur le... Enfin, pas qu'on colle, ne collez pas ça sur vos livres, voilà, qu'on peut mettre comme ça. Ils sont vraiment super beaux. On a eu plein de choses avec, on a eu un petit, voilà, on a eu le ticket pour embarquer sur le Galéon. On a eu voilà, ce que portaient les femmes à l'époque, hein, parce que ça fait très fin 19e, début 20e. Une collerette, hein, je pense, avec... alors, je sais pas si c'est... hein, c'est peut-être le corbeau, parce qu'il y a un corbeau dans l'histoire aussi. Enfin, c'est magnifique. On a la box, elle est d'une beauté incroyable. Et le livre, franchement, j'ai adoré ma lecture. On a eu des petits autocollants aussi. Le marque-page que je vous ai montré. Il y a même... je crois que... Je me demande si on peut... Non, je sais pas s'il y a une playlist. Enfin, c'est juste super. Et franchement, le livre... j'ai adoré. Bon, ça va me faire une nouvelle saga à commencer. Ah oui, puis je vous ai pas montré aussi. Alors, vous avez ce magnifique jaspage. Et quand vous faites ça, voilà, vous voyez l'héroïne qui apparaît. Et quand vous tournez, j'essaie de le faire mais sans martyriser le livre, vous voyez le personnage masculin qui apparaît. C'est tout simplement juste magnifique. Voilà. Mais en tout cas, le livre... alors, ils vendent leur box après Gulfstream. Mais alors, quand ils vendent leur box, précipitez-vous. Hein. C'est-à-dire qu'ils mettent un compte à rebours, précipitez-vous. Hein, parce que moi, je sais qu'une fois, j'ai voulu acheter leur box. Ça faisait 1 heure qu'ils avaient ouvert les... Il n'y avait plus une seule box. C'est d'enfer. Alors, sinon, j'ai eu pas mal de cadeaux aussi. Donc, encore pour mon anniversaire et la Saint-Valentin. Donc, j'ai eu... le tome 2 du Déviant, un conte de Noël, deuxième partie de James Tynion 4 et Joshua Hickson. Alors on suit j'ai pas encore lu le tome 1, mais c'est vrai que j'ai envie d'enchaîner, je sais pas combien il y aura de volumes. On suit un tueur en série en pleine fête de Noël. Voilà, donc ça promet. James Tynion 4, à chaque fois je le dis, j'ai plein de BD de cet auteur parce que je suis attirée malgré moi par les pitchs des BD qu'il écrit. Et j'ai pas le temps de les lire. Voilà, j'avais toute la série sauf celui-ci. Alors je sais jamais, c'est une braise sous la cendre, je crois, le tome 1 de Sabaa Tahir. Et ça, c'est le tome 4 et le dernier tome, Un ciel après la tempête. Je n'ai toujours pas commencé la série. Alors par contre, si, j'ai commencé la série spin-off. Je pensais que c'était ça se passait dans le même univers ou que c'était avant, mais non, c'est... je pense qu'on retrouve des personnages de... J'avais reçu un service de presse, j'avais pas fait attention. Après, bon, je pense pas que ça va spoiler grand chose, mais ils sont tous très beaux. On est plus aussi dans du young adulte, c'est chez Big Bang Bragelonne. J'ai reçu, alors je les ai même pas enlevés de leur, leur pochette. Si je les ai regardés, si j'ai ouvert, voilà. Bon, bah voilà, hein, le dernier Harry Potter, bon, cette fois qui n'est plus fait par Mina Lima. Ils ont arrêté, mais voilà. Pour l'instant, je les garde sous blister, ces livres-là, parce que, avant de les ranger, parce qu'ils sont tellement fragiles que j'ai pas envie de les abîmer. Et j'ai reçu aussi Frankenstein, voilà, dans la version Mina Lima, là par contre chez Flammarion. Je l'ai feuilleté aussi, il est très beau, c'est plein de pop-up et tout, enfin, c'est juste magnifique. Ça, je l'ai acheté, enfin bon, mon mari m'a dit... je te donne un budget, tu vas chercher les livres que tu veux, parce que bon, lui, il sait pas. Et celui-ci, j'ai vu pas cher sur Vinted, donc je me le suis acheté sur Vinted. C'est When Devil Sing, super l'accent anglais. Quand chante le diable de Xan Kor chez Élégie, j'ai vu des bons retours, donc ça me tentait beaucoup. Dawson Sumter a disparu, ne laissant derrière lui qu'une traînée de sang dans le motel délabré que tient la famille de Nira Singh. Ce n'est pas un phénomène isolé dans la petite ville de Carillon, Géorgie. Tous les 13 ans, des millions de cigales sortent de terre et des morts suspects se multiplient.
Déterminée à retrouver Dawson, Nyra s'allie avec Sam, Isaiah et Red pour exhumer les noirs secrets d'une élite locale désireuse de conserver son pouvoir. Quitte à pactiser avec le diable? Voilà, j'ai vu de très bons retours. C'est la collection à Eligy, c'est la collection Young Adult de je ne sais plus quelle maison d'édition. Mais leur titre, alors il y en a qui, alors il y en a c'est de la romance, rien, ça m'intéresse pas trop. Par contre, ça m'intéresse fortement. C'est Gallimard Jeunesse. Enfin Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci, je vous l'avais montré, hein. Voilà. Et revisite de classiques interdits, donc moi je me suis précipitée sur une revisite, voilà, c'est ceux qui ont fait Contredire, donc c'est ceux qui éditent en France les contes interdits écrits par des auteurs québécois, les classiques interdits qui sont en train de sortir, qui sont écrits aussi par des auteurs québécois. Donc est sorti déjà Le Fantôme de l'Opéra, 20 000 lieues sous les mers, Frankenstein, sort bientôt Roméo et Juliette, et est sorti Orgueil et Préjugés. Moi, je ne suis pas une puriste, j'adore Jane Austen. J'aime bien avoir des extensions de ses écrits, puisque malheureusement, elle n'a pas écrit tant de livres que ça. Voilà, le livre est tout simplement magnifique, hein. C'est une beauté incroyable. Sauf que je n'ai pas fait attention, ce n'est pas de l'horreur, c'est de la dark romance. Effectivement, j'ai feuilleté les premières pages, oui, je peux vous dire que c'est de la dark romance. Dès les premières pages, vous avez du smut, et notamment avec Fitzwilliam Darcy et sa tante Lady Catherine de Bourgh. Alors, si vous avez lu les romans, vous voyez qui c'est. Oui, non. Voilà. Donc, je sais pas, je vais quand même essayer de le lire, mais j'ai pas fait attention. Comme ils en ont sorti 4 en même temps, et les autres, c'était vraiment... Alors après, c'est des livres à la base qui sont, oui, fantastiques et horrifiques, mais j'aurais dû faire plus attention. Alors après, je sais pas si c'est marqué... C'est marqué pour public averti, mais puis, Contredire, je le sais. Alors, Contredire, je sais qu'ils font aussi... de la dark romance, mais voilà, c'est marqué édition Contredire. Oui, on sait que les Bennett, voilà, leur famille a chuté à cause des Darcy, mais c'est pas marqué. Voilà, elle se retrouve face à l'énigmatique Darcy, mais c'est pas marqué, pour moi, c'est pas marqué nulle part que c'est de l'ADR. En fait, c'est en voyant des... Là, vous avez les autres livres qui sont sortis. C'est en lisant une première review sur Bookstagram et une seconde, et j'ai dit, oh purée, c'est de la dark romance. Du coup, je le feuillette et je dis, ah merde. On verra bien. Par contre, Frankenstein. Donc celui-là, je suis sûre que voilà, ça va être de l'horrifique. Jodie des livres de la crypte l'a lu, elle a beaucoup aimé. Voilà, c'est pareil, un très beau jaspage. Qui l'intérieur et voilà. Bon, je vous refais pas l'histoire de Frankenstein. Là, je vous dis pas, j'ai relu Frankenstein il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté, enfin non, on m'a offert la version Minalima. On m'a offert cette version Conte Interdit. Je me suis acheté une BD aussi, Frankenstein, qui reprend Frankenstein aussi. Bon, très période Frankenstein, mais il y a des périodes comme ça, vous avez plein de classiques qui ressortent. On a eu beaucoup Léo Hurlevent, on a eu beaucoup Frankenstein. Voilà, il y a des périodes où ils nous ressortent plein de classiques comme ça donne très envie. Comme tous les ans, là, depuis 3 ans, voilà, je continue la collection des Pierre Bottero, puisque je n'ai jamais lu les Elana, je sais plus, le Pacte des Marches Sombres, là, c'est l'intégrale. Et les premiers, c'est... je sais plus, je vais vous dire une connerie. Je suis désolée pour les fans de Pierre Bottero. J'ai voilà, la quête des vilaines. Voilà. Donc, je ne les ai jamais lus. La suite, c'est Les Mondes des Vilaines. Et là, c'est Le Pacte des Marches Sombres. Et là, ils ressortent en très belle intégrale. Comme ça, c'est chez qui ça? Chez Rajo. Ils sont juste magnifiques. Voilà. J'espère que je vais aimer. Je ne les ai toujours pas lus, hein. Mais j'ai une collègue qui est une grande fan de Pierre Bottero. En plus, je lui dis, me spoil pas, parce qu'elle m'en parle. Je dis, mais moi, je ne les ai pas encore lus. Ne me spoil pas. J'ai reçu aussi, celui-là c'est le premier que j'ai pris pour ma Saint-Valentin, c'est le Sarah Besders dont je vous ai déjà parlé, Les Oubliés de Greenborough chez Verso. Alors je trouve que, alors j'ai pas le livre sous les mains, mais ils ont repris exactement, parce que les 2 autres romans de Sarah Besders, La Petite Boutique de Sortilège et L'Île au Jardin Enchanté, c'est de la cosy fantasy. Là je pense que ça se passe dans notre univers. On suit une famille qui est maudite, donc une jeune fille, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rester plus d'un certain temps dans une ville, sinon je crois qu'ils se transforment en arbre ou en statue, je ne sais plus. Et là, elle se retrouve dans une ville qui malheureusement, dont les gens ne peuvent pas s'échapper. Donc je ne sais pas comment on va le faire, donc je pense qu'on va avoir de la magie. Mais alors je trouve que Verso, voilà, ils ont fait la même DA, la même direction artistique que Bragelonne. C'est-à-dire Bragelonne, c'est des livres comme ça. C'est des brochets, comme ça, par hardback, avec un jaspage
qui rappelle l'histoire. Voilà, même là, ça ressemble beaucoup. Je pense pas que ce soit le même illustrateur, mais quand même. Et c'est pareil, là, vous avez une phrase. Voilà. Et ça, vous avez ça aussi dans ceux de chez de Brajolon. Alors peut-être qu'après, ça appartient à la même maison d'édition. Hein. Je sais pas, Verso, ça appartient, c'est avec Seuil. Je sais pas si c'est... peut-être que ça appartient à Hachette, je sais pas, mais je trouve que ils ont fait exactement la même chose que Brajolon. Bon, bah, après, voilà, c'est un truc qui marche très bien, c'est très beau, ça reste accessible en prix parce que évidemment, c'est pas du hardback. Voilà, mais je trouve que c'est un petit peu gonflé d'avoir fait exactement la même chose parce que du coup, on dirait que c'est du Brajolon, mais non, c'est bien du Verso. Voilà, je suis prêt aussi à la table des loups que j'ai envie de lire depuis qu'il est sorti à la rentrée de l'année dernière. On va être sur une fresque familiale qui va durer donc sur plusieurs années. Lorsque les frères et sœurs Larkin quittent le nid familial, chacun poursuit un fragment du rêve américain. Mira est infirmière en prison tout en élevant son fils. Lexi incarne la bourgeoisie des banlieues chics. Fiona plonge dans la bohème new-yorkaise et Alec, autrefois enfant de cœur, disparaît dans les méandres de l'Amérique profonde. Si leurs existences sont radicalement différentes, une constante semble les rapprocher. La violence la plus sauvage rôde autour d'eux et à leur insu, la mort les frôle à plusieurs reprises. Puis leur mère commence à recevoir d'inquiétantes cartes postales dont elle choisit d'ignorer le message. Alors c'est de Adam Rapp et c'est aux éditions du Seuil justement. J'avoue que ça me tentait bien parce qu'on va être, je pense, dans une rétrospective de l'Amérique. Je pense que ça va commencer dans les années 60-70 peut-être. Et puis tout en suivant peut-être de malédiction qui est sur cette famille, mais sans rentrer vraiment dans le fantastique. Puis alors, le titre et la couverture, franchement, j'adore. On m'a offert aussi celui-ci, j'ai pas encore lu l'auteur River Solomon, Modèle Homme aux Forges de Vulcain. Voilà, ça a l'air exceptionnel. Alors, je crois qu'on est sur je crois que c'est des gens, voilà, c'est la seule famille noire à vivre dans le quartier, dans la parfaite petite banlieue d'Oak Creek au Texas. Il fait bon vivre quand on est blanc. Les Maxwell sont la seule famille noire à vivre dans ce quartier modèle. À leur emménagement, ils ressentent très vite l'hostilité de leurs voisins, mais aussi celle de leur propre maison. Voilà, c'est ça, oui. En plus, oui, c'est ça. Il n'y a pas que les voisins, là, il y a la maison aussi, mais vous voyez déjà un petit peu, là, vous avez la maison, et là, vous avez la maison version horrifique. Je pense qu'on va être un peu dans de l'horreur, et tout en abordant le sujet du racisme. Et puis, heureusement que je ne l'ai pas acheté hier en allant en librairie, je le cherchais, je ne l'ai pas vu, puis après, j'avais pris deux autres livres, donc ça suffisait. Je l'avais déjà acheté, en fait. C'est le tome 6 de Smile, Aturi Mitei, voilà, où on suit un journaliste qui enquête au sein d'une secte, la secte du sourire éternel. Hein. Il faut sourire tout le temps. Je vous dis pas, c'est complètement flippant. C'est complètement flippant. Et dans les autres couvertures, à cette tome 6, on avait soit le Bouddha, soit Jésus-Christ. Et là, on a un enfant, enfin c'est un ange en fait. J'avais pas vu, il a des ailes. Voilà, là je me suis arrêtée au tome 3. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très prenant. Pour l'instant, c'est pas vraiment du fantastique, hein, c'est vraiment du policier thriller. Alors après, c'est très cru quand même. On retrouve des cadavres, il y a des assassinats, des cadavres dénudés, donc ça reste assez cru. Pour l'instant, j'aime bien, donc heureusement que je ne l'ai pas racheté une seconde fois. Donc voilà, je vais pouvoir continuer Et puis ça, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, donc je l'ai pris, Jacaranda de Gaël Fay. Je voulais lire de cet auteur Petit Pays, puisque je crois que c'est un homme ou une femme, je ne sais plus. Non, c'est un homme. Il raconte sa propre histoire, hein, parce que donc, il a connu, ils ont fui et puis ils étaient plus à l'écart, mais ils vivaient au Rwanda pendant les guerres entre les Hutus et les Tutsis, pendant le génocide. Et lui, si j'ai bien compris, je crois qu'il y a un de ses parents qui est français blanc et l'autre qui est rwandais. Donc il est un peu à cheval sur les deux. Je pense que c'est sa propre histoire un peu qu'il le raconte. Et là, on va revenir encore sur le génocide au Rwanda. Quel secret cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leur parole aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations, avec sa douceur unique, Gaël Fay nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaie malgré tout au dialogue et au pardon. Voilà, donc ça doit être... Bon, c'est vrai que ce genre de livre qui me fait toujours un peu peur à lire parce que... Voilà, on parle de faits réels et puis,
moi, dans les années 90, voilà, j'étais ado, donc effectivement, le génocide du Rwanda, ça m'a marqué, tout comme ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Donc, vraiment, ce sont des choses qui marquent pas mal, mais bon, du coup, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien le lire et puis en savoir un petit peu plus aussi sur, sur comment on en est arrivé à de telles horreurs aussi. Sur cette note très gaie, je vais passer maintenant à tous mes achats et il y en a encore quand même pas mal. Le mois dernier, j'avais dit que mon book haul était apocalyptique. Cette année, je ne sais pas ce qu'il y a plus fort de apocalyptique. En fait, j'ai reçu, je vois, énormément de services de presse, de cadeaux. Un peu comme en janvier en fait. Donc je pense que je dois être un peu près pareil. Je suis désolée, du coup la vidéo va durer longtemps, mais je préfère le faire en une fois. Bon, la dernière fois, la vidéo avait bien marché, mais je suis désolée de vous balancer comme ça plein de titres. Enfin après, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Dans les trucs un peu particuliers que je me suis acheté, vous savez que de temps en temps, je collectionne des jeux de tarot et d'oracle. Et là, j'ai pris le tarot Necronomicon, donc inspiré évidemment de Lovecraft. Je l'ai trouvé pas cher. J'ai trouvé plein de trucs intéressants en fait sur Vinted. Je trouvais des trucs à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Celui-ci, il est un petit peu plus cher quand même, hein, mais en plus le livret est en couleur, donc c'est super. Je m'en sers essentiellement pour faire des photos pour Instagram, hein, c'est très utile. Mais j'adore parce qu'on retrouve vraiment les personnages du Necronomicon de Lovecraft. C'est juste magnifique, j'adore. J'adore ces jeux. Il faudra que je vous fasse peut-être des shorts si ça vous intéresse sur des petites vidéos sur YouTube pour vous montrer certains jeux. Par exemple, j'ai un Benjamin Lacombe qui est très beau. C'est pareil, je l'ai pris parce que c'était Benjamin Lacombe, hein. Là, je l'ai pris parce que c'était Lovecraft, hein. Mais voilà, c'est vraiment... là, je l'ai trouvé vraiment... Il n'était pas cher. Autant vous dire que j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. On va rester avec Lovecraft au niveau des graphiques, puisque j'ai enfin lu un Gu Tanabe qui notamment adapte en manga les œuvres de Lovecraft. J'avais emprunté à la médiathèque départementale L'Appel de Cthulhu, que j'avais justement lu, illustré par François Baranger chez Brajolone. Donc voilà, maintenant je connais par cœur l'histoire de Cthulhu, c'est bon. Et voilà, et je voulais tester avant pour savoir si, parce que Jodie, livre de la crypte, on parle beaucoup, elle adore, mais moi je voulais tester avant et ils en avaient qu'un à la médiathèque départementale. Je l'ai enfin testé, j'ai adoré le dessin, franchement j'ai adoré aussi le parti pris de l'auteur pour certaines choses. Voilà. Du coup, je suis allée chez Cultura, j'ai pas trouvé les livres que je cherchais, je ne repars pas sans rien. Et du coup, j'ai pris dans l'abîme du temps, pareil, dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gu Tanabe. Alors ils sont pas donnés, ils sont à 18 € quand même. Mais voilà, je voulais... je suis en train de me dire ça, mais je crois que c'était... Non, c'était pas un restant de... En fait, des tickets et des chèques cadeaux que j'ai eu pour... Je ne sais plus. Bref, voilà, en tout cas, je suis très contente. J'en ai commandé un autre sur Vinted aussi. Je me suis pris la suite de I Don't Trust My Twin. Oui, la fois suivante, j'étais plus heureuse chez Cultura. J'ai trouvé 2 livres, dont celui-ci. Hein, je pense que c'est inspiré aussi effectivement d'un roman. On suit 2 jumelles. Et puis l'une d'entre elles a un fiancé et elle découvre que sa sœur et son fiancé la trompent et elle retourne des années en arrière et elle va essayer de mettre fin à tout ça et de savoir pourquoi sa sœur a fait ça, donc ça va tout changer. Il y a de l'aventure, de la romance, bon, tout ce que j'aime dans ce genre de webtoon. Et puis celui-ci, ouais, j'avais envie de ne pas vous le montrer parce que j'ai pas envie forcément de faire énormément de pub à l'auteur. Vu ce qui a été dit sur lui très récemment, mais il ne l'a pas écrit tout seul. C'est Blanche-Neige Rouge Sang. Alors c'est de Neil Gaiman, hein, donc je pense que vous avez entendu parler de Neil Gaiman qui a été aussi accusé d'agression sexuelle. Voilà, hein, décidément c'est... je sais pas, ils peuvent pas s'en empêcher dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir ou de mainmise sur les gens, c'est plus fort qu'eux. Et de Colin Doran, donc voilà, je voulais quand même, c'est une réécriture, je pense, assez spéciale de Blanche-Neige, voilà, et qui va certainement aller vers le vampirique. Voilà, je l'ai trouvé pas très cher, je ne sais plus si c'était sur Vinted ou sur un site d'occasion, mais voilà. J'ai reçu mon bibliocoffre du trimestre, qui est magnifique et je suis contente parce qu'en fait je trouvais ça très bien, ils ont pris une auto-édité cette fois-ci et je trouve ça bien de mettre en avant aussi des auto-édités. Alors je vais essayer de ne pas abîmer la carte qui s'est lamentablement mise sur le scotch.
l'autrice Alix Dangali, je ne connais pas du tout. Elle a déjà écrit d'autres romans et je vous montre le livre. Donc, Bibi au coffre, il vous envoie un livre que vous pouvez trouver en librairie ou commander, sauf que eux, ils en font une version collector qui n'est trouvable que chez eux. Et donc, c'est Smenium, tome 1, La mort grise d'Alix Dangali. Donc là, on est dans de la SF. Puis c'est vrai que maintenant, au départ, on avait, je trouve qu'ils travaillent de plus en plus sur couverture. On avait toujours une petite signature de l'auteur ou de l'autrice, mais maintenant ils mettent en plus une petite carte. Donc ça c'est très sympa, et avec voilà, un petit mot de l'autrice aussi en bas. Bon, vous voyez, l'intérieur est plus travaillé qu'avant. Les pages de garde sont beaucoup plus travaillées. En avril, il y a Céline Lecture qui organise Avril autour de la SF. Je crois que c'est magnifique. Et même leur... bon, je vous montre un peu voilà, les jaquettes. Alors, les jaquettes sont en soft touch. Moi, je dis toujours peau de pêche, mais voilà, c'est très agréable. Et maintenant, ils travaillent un peu plus aussi l'intérieur. Au départ, il n'y avait rien. Bon, c'est pas encore extraordinaire, mais c'est quand même mieux. Et voilà, il y a un effort de fait. Il manquerait peut-être quelques goodies. Bon, là, ça peut servir de marque-page. On a le petit mot en plus de l'autrice, mais c'est pas mal. Puis, vous voyez, le livre. Le livre est magnifique. Hein. C'est franchement, voilà. Ils sont magnifiques. Donc c'est vrai que les deux premiers, j'avais pas été surtout alors j'ai loupé le premier, on le voit. Le deuxième, j'étais abonnée et j'étais un peu déçue. Je me suis dit... Et puis en plus, c'était le deuxième ou troisième que j'ai reçu. Je me suis dit, oh, mais en fait, je préfère la couverture du brochet, c'est un peu con. Mais pour finir, je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés et pour l'instant, je continue effectivement l'aventure avec eux. Donc, bon, là, ce qui m'embête, c'est qu'ils sortent des séries. Donc, là, par exemple, ils ont sorti, il y a Terre de brume. En plus, je ne l'ai pas encore lu. En fait, j'en ai lu aucun, Bibi au coffre, hein, pour être franche. Et Terre de brume, et là, c'est un tome 1. Le tome 2 est sorti déjà chez Scrineo, ou il sort ce mois-ci, je ne sais plus. Et ils ont dit on va vous le proposer aussi en bibliocoffre. Super, sauf que ils font des hors-séries, donc il faut repayer encore les hors-séries. Donc ils ont déjà fait un ou deux, je les ai pas pris. Mais là je me suis dit c'est le tome 2, je vais le prendre. Sans avoir lu le 1, et j'aurais préféré qu'ils le mettent. Alors après c'est vrai, s'il y a des gens qui s'abonnent entre deux et que c'est un tome 2, c'est mais bon. Voilà, ça oblige à acheter les suites aussi. Voilà, bon. Je sais pas, je vais voir. Après, de temps en temps, vous les trouvez sur Vinted, hein, les livres. J'en ai déjà vu passer sur Vinted, donc il y a toujours moyen quand même de peut-être les trouver sur Vinted. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, moi, je continue l'aventure avec eux. Je fais une petite pause pour aller chercher les livres de poche que j'ai achetés. Alors, encore une fois, je ne saurais pas vous dire où je les ai eus. Je sais que j'ai acheté pas mal de choses sur Vinted quand même. Par contre, celui-là, ouais, c'est la deuxième fois que je suis retournée chez Cultura. La première fois, je le cherchais et je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que la version reliée collector, et moi je voulais la version pâle en fait, parce que de plus en plus, Sabran de Saxus, ils sortent leurs livres en version reliée et en version poche. C'est vrai qu'on se posait la question de savoir ce qui allait devenir des brochets. Mais par exemple, il y a un livre, là, Les Dévoreurs de livres, qui me tentait beaucoup. Ils l'ont sorti qu'en relié. J'aurais bien aimé qu'ils le sortent en poche. Donc là, c'est Au Nord et la nuit de Émilie Rath. C'est un tome 1, encore une fois. Et là, on va plus être dans les légendes finlandaises, où on va suivre deux amis. Pour Siri et Ena, amis d'enfance inséparables, l'arrivée de l'hiver promet de dures privations. Et les rumeurs qui courent sur la disparition de plusieurs filles des environs assombrissent encore ce long crépuscule. Lorsqu'elles sont attaquées par un être maléfique qui n'est autre que la déesse du royaume des morts, Siri assiste impuissante à l'enlèvement d'Ena. Prisonnière d'un funeste destin, cette dernière doit déjouer les pièges de la cruelle reine sorcière pour s'échapper. Pendant ce temps, Siri remue ciel et terre pour sauver son ami, cheminant vers le nord en quête du chaman légendaire qui pourra l'aider. Je pense qu'on va être en plein dans du folklore finlandais que je ne connais pas, et moi j'aime bien découvrir d'autres folklores. Je me suis enfin acheté My Absolute Darling de Gabrielle Talente depuis le temps que j'en entends parler. Voilà, j'ai trouvé d'occasion aussi, donc j'en ai profité. Je ne sais plus trop ce que ça raconte, mais voilà, j'en ai tellement entendu du bien que il en a sorti un il y a tout récemment, La Voix, je crois. Bon, donc je vais commencer par celui-ci. À 14 ans, Turtle arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seul compagnon. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule sous l'emprise d'un père charismatique et abusif, jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois.
Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas du fantastique ni rien là-dedans. J'ai pris le tome 1 de Éclosion de Ezekiel Boone. Alors je crois qu'on va être avec des histoires d'araignées. Donc là c'est chez Babel. Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s'abat sur un groupe de touristes américains en excursion et les dévore vivants. Dans le nord des États-Unis, un agent du FBI enquête sur le mystérieux crash de l'avion d'un milliardaire. Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux et inexpliqués se produisent. Que cache-t-il derrière les apparitions soudaines et multiples dans les confins les plus reculés de la planète d'une espèce d'araignée que l'on croyait disparue depuis des siècles? Et que contient ce mystérieux colis en provenance d'Amérique du Sud qu'une scientifique renommée vient de recevoir? J'en dis pas plus. C'est en 3 ou 4 parties, je crois, mais oui, on est dans des histoires d'araignées. Celui-ci, je ne sais plus qui est-ce qui en a parlé, mais ça m'a fortement tenté. C'est Orson Scott Card. Il est plus connu pour ses livres autour du personnage. Comment il s'appelle déjà? C'est pas Ender, c'est ça, la stratégie Ender, oui, c'est ça. On suit un jeune homme, je crois qu'il a des talents. Voilà, c'est un vieux livre. Les pages sont complètement jolies. C'est chez Point. Et là, on est dans quelque chose de complètement différent. Au cœur de la forêt ukrainienne, le petit Ivan découvre une jeune fille endormie sur un autel. Une présence inquiétante le pousse à s'enfuir. Mais il reviendra des années plus tard embrasser celle qui hante ses rêves les plus fous. Malheur à lui, l'espace et le temps s'en trouvent chamboulés. Donc effectivement, nous sommes dans une réinterprétation de La Belle au bois dormant. Alors, par contre, ça se situe en Ukraine. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir aussi du folklore ukrainien dedans. J'ai acheté Intérieure Nuit de Marissa Pessel aux éditions Folio. Bon, c'est des livres qui ont pris, voilà, ils sont un petit peu abîmés. Un génie, un maniaque, une arnaque, qui est vraiment Stanislas Cordova, ce réalisateur de films d'horreur auquel on voue un culte acharné qui vit reclus dans une vaste propriété. Bannis des cinémas, ces longs-métrages sont projetés lors de séances clandestines qui tiennent plus du rite satanique que du divertissement. Le journaliste Scott McGrath a tenté de percer son mystère et a laissé son mariage et sa carrière. Quelques années plus tard, quand la fille du cinéaste est retrouvée morte dans un entrepôt de Manhattan, McGrath décide de reprendre l'enquête, quitte à devenir un personnage de plus dans l'univers paranoïaque de Cordova. Alors j'avoue que voilà, un réalisateur de films d'horreur qui vit enfermé, dont on ne sait rien, voilà, c'est à tout pour me plaire. Je ne sais pas ce que je vais faire comme découverte entre personnages, mais c'était classé en horreur. Hein. J'ai trouvé pas cher sur Vinted le dernier roman de Monsieur Toussaint Louverture a sorti de Michael McDowell, L'Amulette. Donc voilà, je l'ai pris. Et en plus, il y a eu une petite carte et la petite carte était restée avec. Donc c'est marqué Blackwater 1919, Perdido. Et derrière, c'est marqué McDowell. Et j'adore toujours leur charte graphique, qui est magnifique. Là, on est chez une jeune femme qui vit avec sa belle-mère alors que son mari est au Vietnam, si je me souviens bien. Alors, sa belle-mère est affreuse, mais son mari revient du Vietnam, mais complètement abîmé par la guerre. Et en fait, sa belle-mère offre une étrange amulette à l'homme qu'elle tient pour responsable de ce qu'il arrive à son fils et se met en branle une implacable danse macabre. Et tandis que meurtre inexplicable et mort accidentelle s'enchaînent, Sarah doit faire face à l'impossible réalité. Cette amulette joue peut-être un rôle dans cette hécatombe et elle doit à tout prix mettre la main dessus. Ça a l'air très étrange. Alors j'aime bien parce que derrière, en fait, tout vous ramène au livre, en fait. Vous savez, c'est vraiment des extraits de passages du livre. C'est vraiment super bien fait pour ça. Celui-ci, c'est pareil, c'est Jodie des livres de la crypte qui en avait parlé. Amour monstre de Catherine Dune, chez Galmeister aussi, dans leur collection Totem. On va suivre une famille de cirque, mais pour faire partie de ce cirque, il faut être un monstre de foire. Alors, je crois que du coup, les familles qui y vivent n'hésitent pas, d'après ce que j'ai compris, à estropier leurs propres enfants pour qu'ils fassent partie du cirque. C'est gai. La joyeuse famille Bineski est tout sauf banale. Ivre d'amour et nourrissant de grands projets pour leur spectacle itinérant, Al et Lil décident d'engendrer, à coups d'amphétamine et de radiation, la plus belle brochette de phénomènes de foire au monde. Et les résultats sont impressionnants. Pour autant, cette famille d'enfants monstres est habitée de passions bien humaines. Quelle horreur! Se droguer pour réussir. Quelle horreur. Ah oui, celui-ci, je vous en avais parlé. Je les ai achetés dans le désordre. Alors, j'avais acheté le tome 1 et le tome 3 le mois dernier. Et là, j'ai acheté le tome 2 ce mois-ci. C'est Les Ferrailleurs de Édouard Carré. Je crois qu'on est dans quelque chose d'assez, voilà, fin 19e, début 20e, dans une ville où il se passe des choses assez étranges.
Je me suis acheté Le Monde après nous, je l'ai trouvé pas cher en poche, de Ruman Alan aux éditions Point. Depuis qu'il est sorti en grand format, il m'intrigue ce livre. Amanda et Clay, des Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs 2 enfants à Long Island. Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'un bruit sourd résonne dans le lointain. Peu de temps après, les propriétaires, un couple d'Afro-Américains, surpris sur la route par une soudaine panne d'électricité, demandent l'hospitalité. Amanda et Clay n'ont d'autre choix que d'accepter. Leur séjour de rêve prend fin brutalement. Alors, il y a évidemment, je pense qu'on va avoir du racisme, parce que d'un côté, vous avez des Blancs, de l'autre côté, des Afro-Américains, mais qui sont quand même propriétaires de la maison, donc ils sont quand même chez eux, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la fin du monde au loin? Je ne sais pas trop. Il y a tout ce mystère autour du livre, et c'est ça qui m'intriguait. Là, ça a l'air très particulier, celui-ci. Robert Harris, il est plus connu pour ses livres policiers, mais là, on est dans du fantastique avec Le Second Sommeil. Toutes les civilisations se croient invulnérables. Par une froide journée de l'an 1468, le père Christopher Fairfax est envoyé dans un village isolé du bout de l'Angleterre pour célébrer les funérailles d'un prêtre décédé brutalement. L'accueil comme le temps est glacial dans ce lieu qui semble aussi perdu qu'oublié. Sa mission, qui devait être simple et rapide, se complique quand il découvre chez le défunt une collection de livres et d'artefacts anciens, témoins d'un temps pré-apocalyptique. Les objets qui auraient dû conduire l'homme de Dieu au bûcher. Donc on va parler d'Apocalypse aussi. Celui-ci m'intrigue aussi depuis un moment, depuis qu'il est sorti en grand format aussi. Donc maintenant je vais passer à mes livres en grand format. Cette vidéo va être interminable. Évidemment je vais avoir des problèmes de stockage sur ma carte mémoire. Je ne sais pas si je vais réussir à aller au bout. Alors, ah mais je me suis trompée, celui-là c'était un cadeau aussi. Bon, il est à mettre dans les cadeaux celui-là. C'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana aux éditions Lumen. C'est elle qui avait écrit La société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai dans ma palle aussi, que je n'ai pas lu. Donc on est dans de la cozy fantasy. Par contre, il ne faut pas que je me trompe, je vais le mettre hop, dans le tas cadeau. En plus, je mélange. Celui-ci aussi, c'était un cadeau. C'est La Rage des Dragons. J'avais hésité. Puis pour finir, je me suis laissée tenter. Alors j'ai pas vu forcément que des bons retours dessus, mais bon, tant pis. C'est de Evan Winter aux éditions Riffage. On est dans de la dark fantasy, dans de la high fantasy, pardon. Le peuple Oméi mène bataille depuis près de 200 ans contre les hordes sauvages. Les plus chanceux naissent doués du pouvoir d'invoquer des dragons ou de se transformer en colosses. Tous les autres sont destinés à mourir dans cette guerre sans fin. Le jeune Tao, qui appartient à la caste des inférieurs, compte bien se blesser pour échapper à l'armée, mais ses proches sont brutalement assassinés par un groupe de nobles. Obsédé par la vengeance, Tao, je ne sais pas si on prononce comme ça, se consacrera à une voie impensable, devenir le plus grand épéiste des élus et se faire justice. Ça paraissait très bien, j'ai pas vu des super retours. Apparemment, il y a beaucoup de batailles. Alors après, si c'est de la fantasy épique, moi, ça me dérange pas trop. Donc là, normalement, ça ne devrait être que des achats d'occasion. J'ai pris la division Armurian, alors la nouvelle garde de Richard Roger. Alors je l'avais vu depuis un moment, mais aux éditions de l'Alchimiste en 2 parties. Mais apparemment, ça avait d'abord été édité chez Kiwi Édition. Je ne sais pas si la maison d'édition existe toujours du coup. Et là, j'ai les 2 tomes en un, donc évidemment, j'en ai profité. On va parler aussi de, voilà, de l'avant, juste avant la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme. Allemagne, ça commence bien, 1935. Le régime nazi étouffe déjà le pays sous une chape de plomb. Les projets militaires d'Adolf Hitler se précisent. Lorsque la mystérieuse spiritualiste Amalia von Lars lui promet de lui livrer une arme magique au pouvoir exceptionnel, le Führer lui confie sans tarder la direction d'un département de recherche au sein de la SS. Des renseignements inquiétants parviennent jusqu'au camp occidental. La division Armurian est créée pour lever le voile sur le projet fou de la duchesse von Lanze. Qui est cette femme dont la longévité semble défier les lois de la nature? Est-elle véritablement fidèle aux nazis? Vous comprenez pourquoi ça m'intéresse. À savoir aussi que Hitler croyait réellement, il avait fondé la loge de Thulé, où effectivement il croyait vraiment en un homme supérieur, et il a fait aussi des enquêtes, il avait voilà, une section qui s'occupait d'ésotérisme et d'occultisme aussi, hein. Bon, on n'était pas à une folie près avec lui, hein. Voilà. Alors, remarquez, il aurait fait que ça aurait peut-être épargné des millions de vies, mais bon. Bref, celui-ci me tentait beaucoup. Je l'ai trouvé d'occasion, j'ai foncé, je crois que je l'ai trouvé pas cher sur Vinted d'ailleurs. C'est Le Cercle de Ronces de Camille Ansel chez Gallimard Jeunesse. C'est du young adulte, hein. Il était classé en young adulte en librairie, puis vous voyez, c'est assez aéré. J'ai lu les premières pages, ça m'a bien plu. Au cœur d'une forteresse assiégée, Lali, la plus grande sorcière de l'histoire, livre à 8 scribes un récit aux airs de testament. Celui d'une orpheline qui a fait trembler l'Empire.
d'une jeune prodige qui défie un système patriarcal cruel, d'une chef de guerre au bord de la défaite. Voilà. J'avoue que Et j'ai vu de bons retours sur celui-ci. J'avoue que il va falloir que j'arrête de garder les trucs. Ça fait pas maniaque. Je suis en train d'essayer d'avoir ces collections de livres. Alors j'essaie de les trouver d'occasion, mais il faudrait que je les lise aussi pour me faire une idée, parce que ce sont des réécritures de contes aussi. C'est les éditions Punchline qui reprennent voilà, des contes connus. Là, ici, c'est Peter Pan et les enfants disparus. C'est de A.E. Biggie. C'est des réécritures. Alors j'aime beaucoup. À chaque fois, vous avez voilà, un jaspage comme ça. Bon, à l'intérieur, c'est très simple. Il n'y a pas d'illustration ni rien, mais j'en ai plusieurs déjà. Et celui-là, c'est pareil, il était vendu d'occasion. Franchement pas cher parce qu'il est un peu voilà, corné au coin. Moi, ça ne me pose pas de problème, donc j'ai pris. Celui-ci, je me suis dit, j'en ai marre de l'emprunter à la médiathèque, de devoir le rendre. Sauf que en fait, j'empruntais à la médiathèque départementale. Sauf que je ne m'étais pas rendu compte que nous l'avions, nous, à la médiathèque. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Mais bon, c'est fait. Il est là, dans ma palle. C'est Watership Down de Richard Adams. Alors là, on va suivre des lapins qui fuient leur monde. Hein. Ils sont obligés de reconstruire leur société. Mais voilà, bon, voilà, ça va être clairement une métaphore de l'histoire humaine, hein, parce que ces lapins vont vivre des aventures qui vont rappeler fortement tout ce que peuvent vivre des humains quand ils sont obligés de quitter leur terre et de s'installer ailleurs. Je pense que ça doit être très intéressant. Ça a été, c'est sorti aussi en graphique. Et là, c'est la version, c'est celle de... ça doit être Monsieur Toussaint l'ouverture, mais il y a une version, je crois, en hardback qui est plus belle. Mais bon, écoutez, moi j'ai pris la version brochée et d'occasion. Celui-ci me tentait énormément aussi. C'est vrai qu'en ce moment, Castorman, Gallimard Jeunesse, c'est pas des maisons avec lesquelles j'ai des partenariats. Castorman, et il y a encore une autre. Il y a Flammarion aussi, il y a... J'en oublie une. Dans celle avec qui j'ai pas des partenariats. Ils sortent des livres de young adultes qui m'intéressent vraiment. Et là, j'ai pris jusqu'à leur dernier souffle de Erin A. Craig. Tous les dons ont un prix. C'est l'histoire de la vie d'Azel Trépa, une enfant au destin exceptionnel, protégée par le dieu de la mort. Une adolescente connue à travers tout le royaume pour son don de guérison. Une jeune femme capable de déduire par le toucher le mal dont souffrent ses patients, mais qui a le devoir d'achever quiconque est marqué par le sceau de la mort. Azel Trépa, que les manigances des dieux mènent à la cour à seulement 18 ans pour sauver le roi malade ou le condamner. Ça a l'air très bien, c'est pareil, j'ai vu des bons retours, je suis des gens qui sont en partenariat avec eux et, voilà. Et je crois que c'est adapté d'un conte, mais alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est pas un conte que je connais, donc j'aurais peut-être davantage retenu le nom. J'ai pris Les Indignes chez Flammarion de Agustina Bazzequera. On est dans un monde voilà, d'anticipation post-apocalyptique, voilà, où les femmes sont plutôt maltraitées. Au sein de la maison de la sororité sacrée, les coups de fouet de la redoutable sœur supérieure rythment le quotidien strictement réglé des indignes. Pétrie de jalousie, elle se tente des pièges cruels dans l'attente de savoir qui sera la prochaine heureuse élue à rejoindre les illuminés. C'est le vœu le plus cher de la jeune femme qui raconte cette histoire au fil d'un journal dans lequel elle s'épanche nuit après nuit au péril de sa vie. Peu à peu lui reviennent en mémoire les souvenirs d'avant l'effondrement du monde, avant que la maison de la sororité sacrée ne s'impose comme l'utile refuge. Un jour, elle découvre une errante aux abois et l'aide à intégrer la communauté. Et un lien spécial va se créer entre elles. Je vous en dis pas plus. Il y a un petit côté Servante écarlate, hein, avec ces femmes qui sont obligées de rentrer... Bon, là, c'est dans un couvent, un Servante écarlate, c'est dans une espèce d'école où on leur apprend à devenir de bonnes épouses, de bonnes reproductrices. Celui-ci, c'est pareil, j'en avais marre de l'emprunter et de ne pas avoir le temps de le lire. Donc, j'ai pris le tome 1 pour avoir le tome 1 dans ma palle. Le jour où je veux le commencer, je peux. C'est Les Arcanes de Brune Thomas, la cartomancienne de Fanny Caldin. Et là, c'est chez Collection R Robert Laffont. Ben voilà, Collection R Robert Laffont, ils ont des trucs aussi qui me tentent pas mal. Marseille, 1850. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage a fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi, c'est son surnom, Pita, découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises. Je ne vous en dis pas plus. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti. Ça a l'air pas mal du tout. Celui-ci me tentait depuis un moment. Alors, il est un petit peu abîmé. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, encore une fois, c'est de l'occasion. Donc, puis c'est noté. C'était noté. Voilà, c'est pas une surprise. C'est La Nuit du Faune de Romain Lucaso chez Albin Michel Imaginaire.
Alors, je pense qu'il doit se trouver en poche, celui-ci, depuis. Au sommet d'une montagne vit une petite fille nommée Astrée, avec pour seule compagnie de vieilles machines silencieuses. Un après-midi, elle est dérangée par l'apparition inopinée d'un faune en quête de gloire et de savoir. Le faune veut appréhender le destin qui attend sa race primitive. Astrée, pour sa part, est consumée d'un ennui mortel face à un cosmos que sa science a privé de toute profondeur et de toute poésie. Et sous son apparence d'enfant se cache une très ancienne créature, dernière représentante d'un peuple disparu au pouvoir considérable. À la nuit tombée, tous deux entreprennent un voyage intersidéral du système solaire jusqu'au centre de la Voie lactée, et plus loin encore à la rencontre de civilisations et de formes de vie inimaginables. Le livre est très court, hein. Je me dis, il va parler de tout ça. Il me tente depuis un moment, et les faunes sont des créatures qui me fascinent, parce que derrière leur apparence toute sympathique, avec leurs petites pattes de chèvre, c'est pas des créatures si sympathiques que ça, et assez complexes. J'ai pris l'hôtel de Daisy Johnson, pareil sur les recommandations de Jodie, des livres de la crypte. Lieu de mythe, et puis aussi parce qu'on est dans un lieu où il se passe des choses louches. Vous savez que ça m'attire à chaque fois. Lieu de mythe et de secret, l'hôtel se dresse au-dessus des marais sombres dans sa splendeur surannée. Bâti sur une terre maudite, ses fondations portent en elles le souvenir d'une mort violente. Pourtant, il est impossible de résister à son pouvoir d'attraction. En pénétrant dans l'hôtel, chacun réagit à sa façon. Pour certains, c'est un lieu qui respire la familiarité, pour d'autres, l'étrangeté. Les visiteuses qui ont osé s'aventurer dans la chambre 63, la plupart des victimes sont des femmes, en sont ressorties changées à jamais. Les voilà désormais prisonnières de l'hôtel et de sa malédiction. Ai-je besoin d'en dire plus? Non, je pense pas. Ah, vous avez bien compris que voilà. Comme ça, je ne peux pas passer à côté. J'ai trouvé d'occasion Le futur ne sera pas de Bleu Nguyen. J'avais beaucoup aimé Conjuration de cette autrice qui est aussi éditrice chez Naos. Voilà. Donc, je crois qu'on est dans un monde dystopique et dans un futur alternatif. Les citoyens vivent en paix, protégés par une ligue de super-héros qui, informés par l'oracle des catastrophes à venir, déjoue les drames avant qu'ils ne surviennent. Cet ordre est bouleversé le jour où, pour la première fois, une terrible prédiction accuse un membre de la ligue même. Mila, la salamandre, au pouvoir de feu, provoquera l'extinction des super-héros. L'ampleur du massacre dépassera l'inimaginable. Une équipe est désignée pour éliminer le danger. Elijah sait contrôler les corps, Sacha les illusions, Adam maîtrise la téléportation et Gabriel l'empathie. Tous les quatre connaissent la douce Mila et se mettent presque malgré eux à ses trousses. Seront-ils capables d'arrêter l'une des leurs et sauver l'humanité? Entre manipulation et révélation, c'est une course contre la montre qui commence. Bon, il est très prometteur et un beau jaspage qui va avec le reste de la couverture. J'aime beaucoup. Je vous parlais des éditions Contredire, donc je continue. Oui, d'ailleurs, j'avais dit que j'essaierai cette année de lire un conte interdit par mois, parce que je pense que je les ai tous. Alors, pas ceux qui accompagnent les contes interdits, hein, mais vraiment les contes interdits eux-mêmes. Voilà, j'en ai lu que 2 ou 3. Il faudrait que je recommence de zéro, et j'avais dit un par mois. Bon, on est au mois de mars, je ne l'ai toujours pas fait, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un des derniers qui est sorti, c'est Le Jardin secret. C'est de Yvan Godbout. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être l'histoire du jardin secret, hein. C'est une petite fille qui trouve un jardin magnifique. Là, ça va être version horrifique. Je pense que ça promet, hein. Pas en dire plus. J'ai trouvé aussi Noir de Caroline Carton. J'avais beaucoup aimé Démonium Circus de cette autrice. J'avais lu aussi un autre de ses romans. Ah, c'était avec des monstres. Je n'ai pas retrouvé le titre. Mais c'est Démonium Circus, moi, qui m'a surtout marqué. J'avais vraiment surkiffé ce livre. C'est une pépite, ce livre. Et là, celui-ci a eu le prix Graham Masterton. N'ayez pas peur de conserver ce livre en main, surtout si ses couleurs vous attirent. Ce qu'il y a à l'intérieur est pourtant bien loin d'être tout rose. Oserez-vous parcourir mon récit et à coup sûr et affronter vos peurs les plus profondes? Personnellement, je n'ai pas eu le choix. Il a bien fallu que j'y plonge la tête la première quand j'ai découvert mon fameux don, une addiction à laquelle je n'ai pas été capable de résister. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal pour vous. Enfin, je suppose. Et si vous aimez la musique, vous allez vibrer au rythme de la double pédale. Accrochez-vous. Rien ne pourra vous détacher du noir une fois que vous y aurez goûté. L'autrice, alors c'est l'auto-édité, l'autrice habite pas très loin de chez moi, d'ailleurs, enfin du Nord aussi. Donc on a souvent l'occasion de se croiser. Enfin, il y a un moment que je ne l'ai pas croisée dans le salon. Là, elle a sorti un livre, je ne sais plus le titre, qui a l'air pas mal du tout aussi, il est dans ma wishlist. Et en fait, elle a fait faire elle faisait ça sur son... Il y a un bout d'étiquette qui est resté. Elle faisait ça sur son compte Instagram. Devinez avec quoi, enfin, ce que va être la couverture. Et en fait, elle a fait appel à un artiste qui crée les couvertures avec son sang. Je déconne pas, hein. Il crée... Bon.
Après, il fait pas toutes les couvertures avec son sang. Il en fait une et puis voilà, il imprime. Mais voilà, il a, voilà, on va dire le patient zéro du livre, c'est fait avec son sang. Enfin, la couverture, du moins. Donc, alors, ça va, hein, la couverture, elle est un peu effrayante, un peu intrigante, puisqu'on est dans de l'horreur. Mais j'avoue qu'il fallait y penser quand même. Bon, oui, je sais, ça va peut-être en rebuter certains. Vous allez dire, elle est complètement cinglée, celle-là. Mais bon, écoutez, le mec, il n'est pas en train de se faire une hémorragie. Encore une fois, il fait que sur la couverture voilà, du premier livre. Hein, mais l'idée est folle. L'idée est folle. J'aime bien cette folie. J'aime bien. J'ai trouvé celui-ci, il était à 1 € sur Vinted. Bon, j'ai payé plus cher les frais de port et tout, mais voilà, en fait, la personne, comme elle l'a eu, voilà, c'est marqué dessus. Ce livre vous est offert par le département de l'Eure et son enfant n'a pas aimé, du coup, elle le vendait. C'est Monstres de Stéphane Servant et les images de Nicolas Zouliamis. Mesdames et messieurs, chers et tendres enfants, approchez, approchez. Après avoir diverti les rois et les reines, les sages et les fous, notre cirque est enfin parmi vous. Au programme des numéros exceptionnels à vous faire hurler de rire ou rugir de peur. Et le clou de notre spectacle, celui que le monde entier nous envie, celui que tout le monde craint, le seul et l'unique, le monstre des rêves. Alors c'est des rêves, des apostrophes et rêves. Ça a l'air... Enfin écoutez, regardez ces illustrations. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si... Donc je suppose qu'on est un peu dans de la jeunesse quand même, mais les illustrations, bon, ça fait pas complètement jeunesse quand même. Hein. Il y a quelque chose d'inquiétant et j'avoue qu'il me tentait depuis un moment. Je me suis enfin acheté le papier peint jaune, qui est très très fin en fait, hein, là, de Charlotte Perkins Gilman. Là, c'est aux éditions des Femmes, Antoinette Fouque. Il s'est sorti sur plusieurs maisons d'édition. Hein. Moi, j'ai trouvé d'occasion. Voilà, c'était celui-là le moins cher. C'est une femme qui... je crois que ça date, ça, ce livre. Oui, l'autrice est née en 1860 et est morte en 1935. C'est assez féministe parce qu'en fait, on suit une femme qui a des problèmes. Alors, je ne sais plus suite à quoi, mais elle va pas très bien psychologiquement. Ça peut nous arriver à tous. Sauf que là, à l'époque où l'on est, bah, son mari, il est médecin, je crois, son mari. Et en fait, il l'enferme dans une chambre. Et dans cette chambre, il y a un papier peint jaune. Et je crois qu'elle commence à avoir des motifs dans le papier peint jaune. Enfin, c'est une histoire de folie, mais aussi féministe. Parce que de quel droit il enferme sa femme dans une pièce? Enfin, je pense qu'elle souffre de dépression ou d'autres choses. Et je sais plus, je crois qu'elle a vécu quelque chose de grave quand même. Mais même sans... Enfin, voilà, on ne traiterait plus les gens comme ça maintenant, mais à cette époque-là, bah, les femmes, vous étiez tout de suite traitées d'hystériques et boum, soit on vous mettait dans un hôpital psychiatrique, voilà, des maisons pour les folles, soit vous étiez enfermés. C'est très sympathique. Celui-ci, il y a un bouton qui me faisait de l'œil aussi, jusque dans la terre de Rainsford, toujours aux forges de Vulcain. Alors, Ada vit avec son père dans une clairière en bordure d'une forêt non loin de la ville. Ils passent leur temps à soigner les habitants qui leur confient leurs maux et leur corps, malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois. Un jour, Ada s'éprend de Samson. Cette passion bien vite suscite le dépit, voire la colère du père de la jeune fille et de la sœur du jeune homme. L'adolescente se retrouve déchirée par un conflit de loyauté entre un héritage vénéneux et cet élan destructeur qui l'emmène loin de tout ce qu'elle a connu. C'est Lucie Allu qui en avait parlé. Elle disait que voilà, c'était très, très viscéral, très, on est très dans le corps, voilà, dans le corps, mais pas dans le corps glamour. J'avoue qu'elle m'avait bien hypée. Ça, c'est une nouvelle collection. Enfin, une collection. Enfin, c'est pas nouveau, ça a quelques mois, mais c'est 404. Ils ont ouvert la collection à travers les miroirs où ils reprennent des réécritures de contes, en fait. Et je sais pas si c'était le premier, ça. C'est Upon a Starlight Tide. Et là, ça doit être une réécriture de la petite sirène, je crois. Oui, c'est ça. Imaginez que la petite sirène ne sache rien de ses origines. Ils ont sorti Peter Pan, je l'ai aussi. Alors, je sais que Adeline des Fantasy de Bullish a essayé de le lire, mais qu'elle n'a pas aimé, mais qu'elle a dit qu'elle réessayerait de le lire. Voilà, donc je l'ai dans ma palle. Il y en a un qui est sorti, qui est La Belle au Bois dormant, et il y en a un qui sort là en mars, ou qui est déjà sorti. Oui, c'est Alice. Et apparemment, il sera en plusieurs tomes, et il a l'air d'en faire aussi, celui-là. Mais je me suis dit, je vais peut-être déjà lire les deux que j'ai. Donc là, on est sur une réécriture de la petite sirène. Mais à part la petite sirène, apparemment, qui ne nage pas, enfin, qui n'est pas une sirène. Dans un Saint-Malo merveilleux du XVIIIe siècle, où le peuple fée cohabite avec les humains, Lucide Léon, fille cadette, je sais pas pourquoi j'anglicise tous les noms à chaque fois. Léon, on va dire. Ouais, Léon, ça fait mieux. Allez, on va laisser Léon. Fille cadette d'un riche armateur, étouffe dans le carcan de la haute société. Éprise de liberté, elle rêve d'aventure en mer et apprend en secret la navigation auprès de Samuel, un contrebandier anglais.
Lorsqu'elle sauve de la noyade Morgane de Châtelaine, fils d'un puissant concurrent de son père, Lucinda est immédiatement séduite par son charme et sa soif d'aventure. Bon. Puis alors c'est pareil, il y a un beau petit jaspage, 20,95 €. Bon, c'est un peu les prix des livres jaspés non brochés. Celui-ci, il y a longtemps, Céline Lecture m'en a parlé, il y a un moment, c'est un moment que je veux le lire, c'est Les Vagabonds de Richard Lange, toujours aux éditions Rivage. Et là, on va suivre un père et son fils, c'est bien ça? Ah non, deux frères. En 1976, Jessie et son frère Edgar, handicapé mental, sont sur la route à la recherche de victimes. En fait, c'est une réécriture du vampirisme, hein, parce que ce sont des vampires. Alors, je ne sais pas trop comment ils tuent, si c'est vraiment à la, voilà, comme les vampires habituellement. Je ne sais pas trop, mais Céline en avait bien parlé. Il me tentait depuis un moment, donc j'ai pris. Ah, il me semblait bien que j'avais un autre conte interdit. Bah oui, c'est le dernier qui est sorti, c'est La Petite Fille aux Allumettes, le volume 2. Donc là, c'est un recueil de nouvelles. Donc il y a plusieurs auteurs, c'était toujours aux éditions Contredire. Parce qu'en fait, moi je ne le savais pas, du coup je vais faire attention si je lis et relis les contes interdits, c'est qu'on voit toujours apparaître La Petite Fille aux Allumettes dans chaque livre. Alors peut-être que c'est pas dit à chaque fois clairement, mais à lier à chaque fois. Et voilà, donc là on la retrouve dans différentes, on va reprendre des histoires qui sont déjà sorties, mais on va plus s'attarder sur La Petite Fille aux Allumettes. Par exemple, on va reprendre Aladdin. Aladdin, c'est déjà sorti dans les contes interdits, mais on va s'attarder plus sur La Petite Fille aux Allumettes. Donc, voilà, il me semblait bien que j'en avais pris 2 ce mois-ci, c'était ça. C'est les 2 derniers qu'ils ont sortis dans la série des contes interdits. Celui-ci, je m'étais dit, mais pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist? Et en relisant le résumé, j'ai dit, je comprends pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist et pourquoi je l'ai acheté. Pardon. C'est chez Collection R aussi, c'est Wilder Girls, c'est de Rory Power. Voilà bientôt 18 mois qu'un mal inconnu, la tox, a frappé l'île Raxter. 18 mois que le pensionnat pour jeunes filles qui en occupe la pointe a été mis sous quarantaine. D'abord, la tox a tué les enseignantes, une à une. Puis elle a infecté les élèves, dont les survivantes portent désormais ces monstrueuses stigmates dans leur chair. Coupée du reste du monde, cernée par les bêtes mutantes qui rôdent dans les bois alentours et livrée à elle-même, celles qui restent n'osent plus sortir de l'enceinte de l'école. Jour après jour, elles attendent le vaccin que le gouvernement leur a promis. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je me demande si on ne va pas avoir un côté body horror du coup avec ce roman, parce qu'on parlait de body horror. Et celui-ci, bah, je cherche à tous les acheter en version collector, mais d'occasion. C'est Elise Kova, c'est à chaque fois un truc avec, il y a avec un vampire, avec un faillé, je ne sais plus le troisième, et il y en a sorti encore un quatrième. En fait, j'étais pas trop partie pour les acheter. Je vous en profite pour montrer le jaspage en même temps. Et puis, j'ai trouvé le tout premier pas cher d'occasion. Puis du coup, bah, maintenant, je me suis laissée tenter. Bon, j'espère qu'elle va pas en écrire 50 parce que là, il y en a déjà un quatrième qui est sorti. Après, ils existent aussi en brochet. Et je sais pas s'ils sont sortis en poche, par contre. Donc, c'est de la romantaisie. Hein. En tant que demoiselle de la Forge, Floriane fournit armes et armures aux chasseurs de son hameau afin qu'ils protègent le monde contre les vampires. Elle sait que telle est sa place, jusqu'à la nuit de la lune de sang. Pour sauver son frère du seigneur vampire Ruvan et de ses armées, Floriane se lance dans la bataille. Elle est prête à y laisser sa vie, mais ce n'est pas sa mort que Ruvan désire. C'est Floriane elle-même, car selon lui, elle est la clé qui mettra fin à la malédiction dont souffre son peuple. Contrainte de se lier à son ennemi dans un rituel magique, Floriane découvre que Ruvan n'est pas le monstre qu'elle croyait. Romantaisie, hein. On va pas se cacher, romantaisie, mais voilà, ça me tentait. Je ne sais plus si vous l'avez dit, c'est Elise Kova. C'est vrai qu'elle sort pas mal de trucs chez Big Bang, de plus en romantaisie. J'en ai fini, je crois que je n'ai jamais fait un book haul aussi long. Je suis désolée, franchement, vous gênez pas pour le regarder en plusieurs fois, hein, parce que là c'est horrible, mais je crois que j'ai eu beaucoup de services de presse et beaucoup de cadeaux. Ce mois-ci, plus encore que des achats. La fille qui essaie de se justifier. Mais bref. Mon téléphone a tenu, c'est super. Donc, je ne vais pas traîner parce que je ne voudrais pas qu'il coupe d'un seul coup. Donc, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres en commentaire. S'il y en a que pour vous, je devrais peut-être lire avant, qui vous ont vraiment hypé, que vous avez adoré. Moi, je vous souhaite une très belle lecture. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!